J'ai pas mal de trucs en tête, de problèmes opérationnels qu'on a eu sur Amazon au début 2015-2016. 2017, 2018, même un peu plus tard. 2019, 2020, ce matin. Je me sens bien, ce matin j'ai compris. Maintenant c'est bon, je suis un nouvel homme quoi. Donc j'ai vu que tu as noté les enfants encore une fois. Bah, avoir des enfants, donc si vous avez 16 ans et que vous êtes malheureux, déprimé et il y a des enfants. C'est ça. C'est ça, et vraiment avoir un gamin à 16 ans, c'est bon plan. Ça va vous rendre responsable, c'est super. Et toi, qu'est-ce que tu dis? T'as 20 ans, qu'est-ce que tu conseillerais? Je dirais que pour moi, tu vois, toute cette discussion sur le dev perso, étudier le dev perso. En fait, je pense que le dev perso, à quoi ça sert? Le dev perso, ça sert à... Ouais, je tenais à m'excuser, Stan, auprès de toi et tous les youtubeurs. Parce que ça fait des années que vous vous plaignez du top 10, tu sais, sur YouTube, où c'est la vidéo 8 sur 10 et autres. Je me foutais de votre gueule en disant c'est pas si terrible que ça. Et vous disiez non, c'est à cause des dépressions, c'est de l'anxiété. À chaque vidéo, je regarde 5 fois par jour, ainsi de suite. Et moi, avant, je n'avais pas fait de YouTube. Effectivement, c'est impressionnant à quel point c'est efficace, tu vois. À quel point, justement, tu as envie de faire monter le truc. Ouais. Et rapidement, tu es là en mode... je veux pas faire de clickbait, moi je suis loin de tout ça. Genre aller copier tout le rédigeant. Dans le dernier épisode, pour les le titre, on pouvait pas mettre votre avis sur le porno. C'est ça. tu vends ton âme, il faut faire monter le truc quoi. Donc je m'excuse par rapport à ça. Et je pense que la leçon un peu à garder, la leçon un peu c'est, faut toujours garder en tête ce pour qu'on optimise et pas se laisser un peu trop influencer par les plateformes. Amazon c'est pareil parce qu'ils te mettent un truc sur les ventes. Ouais. Donc l'incentive qu'ils te créent, c'est d'augmenter les ventes. Ils s'en fichent que tu sois rentable ou pas. Donc il faut garder à l'esprit voilà, quel est le but final. Parce que sur YouTube, tu vois, tu as tes vues, tu dis ok, j'ai des vues et tout. Mais en fait, non, ils te disent il faut que tu fasses plus de vues que toutes tes autres vidéos. Et en fait, la réalité, c'est que, sauf si tu es dans une phase de croissance énorme où chaque vidéo fait plus que la précédente. Et du coup, tu t'habitues à ça en fait. Pendant la phase de croissance, parce que quasiment tout le monde a une phase de croissance. Donc tu t'habitues à ça. Et donc après, il faut accepter que ça va pas être. Et après, quand tu n'es pas dans une phase de croissance particulière, comme en fait, il y a une variation entre tes vidéos. Bah, en moyenne, une fois sur 10, tu vas avoir un 1 sur 10. Donc, c'est assez frustrant, tu vois. Peut-être un peu plus, tu vois. Si tu grossis un peu, 2 fois sur 10, tu en auras un. Mais voilà. Et en fait, tu peux ne pas en avoir pendant genre longtemps parce que tu as une vidéo qui a tellement cartonné qu'elle est toujours à 1 sur 10. Et ça va te prendre 10 vidéos qu'elles sortent des 10 dernières pour pouvoir faire ouais, je suis redevenu 1 sur 10. T'as un pic de dopamine il y a 4 mois qui ensuite te coûte. Qui te coûte 4 mois de dopamine. Donc en plus, toi, est-ce que tu sors genre 5 vidéos par an? Moi, j'ai des vidéos qui sont sorties en 2022. Ils sont encore dedans, je crois. Okay. Je crois que ma vidéo sur ChatGPT que j'ai sortie en 2022, elle vient de sortir de mes 10 dernières. Tu vois. Donc j'en suis enfin libéré. Il y a moyen peut-être de revenir. Ouais, c'est bon, je suis content. Le programme du jour. On parlait il y a quelques semaines, on avait un épisode justement qui avait bien marché, qui avait fait un 1 sur 10 ou un 2 sur 10, des techniques pour gagner de l'argent avec la fiction. Et je parlais des problèmes. Et les problèmes de la fiction, c'est... déjà, le format n'est pas très natif sur le web. C'est difficile de le marketer, de le vendre. Tu vois, comment est-ce que tu fais la promotion d'un bouquin? Et le prix en fait d'achat n'est pas très élevé, ce qui fait qu'en fait tu gagnes assez peu d'argent en ayant vendu un livre. Donc tu dois vendre un livre dans lequel les gens doivent s'investir pendant genre 10 heures de leur vie et toi tu as gagné 10 balles. Tu vois. Donc c'est pas très très rentable à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé, en fait la solution était devant moi tout ce temps et j'ai trouvé le mec qui a en fait craqué ce code de comment vendre de la fiction avec Internet et qui je pense est en train de créer ce qui va devenir le prochain Game of Thrones. Un livre dont tu viens de parler, Comment faire quelques milliards, d'un gars qui a fait quelques milliards. C'est pas... Parce que si c'était nous, ce serait comment faire quelques trilliards. Lui dit la vérité. C'est pas juste un esprit trilliardaire ou un esprit milliardaire. C'est vraiment, il a fait des milliards. Ouais. Voilà. Plusieurs fois. Un vrai de vrai. Et finalement, on réagit à une vidéo qui est pourquoi le make money fait déprimer les jeunes. Donc, on va commencer. Est-ce que tu as entendu parler du plus gros Kickstarter de tous les temps? Je sais pas. Tu vas me le dire? Donc si tu regardes le top 3 des Kickstarter de tous les temps, c'est assez drôle parce que le numéro 3, c'est le Coolest Cooler, un truc sur j'avais fait une vidéo virale dessus en 2016. Le numéro 2, c'est la Pebble Watch, c'est une espèce de montre je pensais que c'est celui-là le plus gros pour le coup. Apple Watch, qui était pendant très longtemps le numéro 1 et dont j'avais fait une vidéo dessus virale en 2017. Et le numéro 1, c'est des livres. C'est un gars qui a écrit des livres et c'est devenu numéro 1 sur Kickstarter. Et ça a levé 41 millions de dollars en 2022. Et c'est devenu le plus gros Kickstarter de tous les temps. Et depuis, personne ne l'a battu. Et je pense que c'est très long parce qu'on est Pebble, il doit être à 20 millions. Donc je pense qu'ils ont dû faire le de très long parce que les deux autres, Pebble, Coolest Cooler, ça date de genre de 2012-2013 en fait. Donc en fait, déjà, Kickstarter, ça avait déjà vachement descendu.
D'ailleurs, c'est un peu pitoyable hein, parce que Pebble, la boîte est dead et Coolest Cooler, c'était un fiasco. Il n'a jamais réussi à livrer son produit. Donc Kickstarter, ça a vachement descendu. Et lui, il est arrivé, il a tout explosé. Le gars s'appelle Brandon Sanderson. Est-ce que tu as déjà entendu ce nom? J'ai lu un de ses livres, un de ses premiers livres, je crois. C'est Mistborn. Ouais. C'est le seul que j'ai lu. C'était OK pour moi, pas incroyable. Mais il y a beaucoup de gens qui. C'est un des plus gros, un plus gros auteur de fantasy. C'est un plus gros auteur de fantasy. Donc moi, j'en ai lu 3. Du coup, j'ai lu Mistborn. Et en gros, j'ai lu cette trilogie de Mistborn qu'il a fait. Et qui date d'ailleurs de 2006. Et si tu regardes la courbe de Google Trends de Mistborn, en gros, tu vois, ça part de zéro, ça monte un peu en 2006, ça fait que 2008, et ça fait que monter en haut. Aujourd'hui, cette série, elle est plus populaire que jamais, alors que c'est sorti il y a quasiment 20 ans. Quoi. Et donc, le gars a un boost énorme. Et d'ailleurs, il a eu un gros boost en 2022, quand tous les médias un peu traditionnels ont parlé de lui, parce qu'il avait fait le plus gros Kickstarter. Et son histoire, c'est un peu le truc classique, c'est j'ai écrit 13 romans qui n'ont jamais été publiés, aucun éditeur ne voulait les prendre. En 2005, il a été publié. Il a écrit depuis beaucoup de livres. Et il a vendu 34 millions d'exemplaires en tout. Et sachant qu'en 2024, il a refait le coup, il a refait un Kickstarter qui a du coup fait 16 millions de dollars. Un peu moins que ce qu'il avait fait en 2022, mais genre 2 ans plus tard, il refait le truc et il récupère 16 millions. Sachant que quand il fait ses 40 millions... Et il propose quoi, le livre en fait? Simplement, tu auras le livre en premier, quoi. C'est ça le... Il a tout un storytelling autour. Okay. En gros, ce qu'il te propose, c'est j'ai écrit plusieurs livres et tu vas pouvoir les avoir et je vais te les envoyer tous les 3 mois. Tu vas pouvoir avoir un nouveau livre et tout. Okay. Tu achètes en gros 4 livres d'un coup, en tout cas sur son gros Kickstarter. Et c'est direct. Donc c'est lui, là il passe pas par un éditeur, c'est lui qui te le vend directement. Donc quand il chope 40 millions, ça rentre dans sa boîte les 40 millions. Et après, son coût, c'est imprimer les livres, envoyer aux gens. Tu vois. Sachant que tu peux soit acheter juste les e-books, donc tu as les 4 e-books pour $40, ou tu peux payer genre $160 et avoir les versions imprimées un peu jolies et tout. Mais tu payes quand même $40 par bouquin pour avoir les versions un peu jolies, un peu solides, sans éditeur entre les deux. Donc c'est direct. Ce qui est assez énorme. Ouais. Donc les secrets du mec, j'ai noté 4 éléments. Le premier, c'est qu'il est prolifique. Et ça, je pense qu'on en avait parlé sur la fiction, qu'on avait parlé de mecs qui font du lit RPG, qui écrivent un chapitre par jour. Lui aussi, il écrit beaucoup. Alors, il écrit pas, et toi, il sort pas. Mais parfois, il sort plusieurs livres par an, quoi. Il écrit peut-être pas autant qu'un mec qui fait du lit RPG, qui écrit 200 000 mots, mais c'est des gros livres, c'est des livres de fantasy. C'est des livres de fantasy de 500 pages et tout. Il en sort pas mal. Il a toute une série. Et je pense que la raison pour laquelle c'est important d'être prolifique, c'est pour 3 raisons. La première, c'est qu'en fait, le problème des livres, c'est que tu peux pas vendre un livre pour genre $80 en fait. Donc il faut que tu aies un backlog pour les gens achètent plusieurs livres. Il faut que les gens en achètent plusieurs, c'est ça qui fait grossir. Ensuite, je pense que sur les livres, qu'est-ce qui fait qu'un livre va grossir? C'est qu'il y a un cœur de fans, d'early adopters, de fantasy qui vont être ceux qui font la recommandation, qui sont sur Reddit qui recommandent les bouquins, qui sont sur BookTok et qui recommandent des trucs, qui sont des critiques, des machins, des youtubeurs. Et ces gens-là, si tu as écrit un livre il y a 3 ans, même si ton livre il était super bien, 3 ans après, les gars ils lisent un livre par semaine, ils t'ont un peu oublié et ils vont pas te recommander comme ça en fait. Et donc pour rester top of mind vers les gens qui sont les hardcore de la niche, il faut publier beaucoup. Ce qui fait que pour les gens qui sont un peu en marge, ça peut être difficile. Et d'ailleurs, un style de vidéo qui marche bien, d'ailleurs lui il a une vidéo sur sa chaîne qui a genre fait 500 000 vues, c'est dans quel ordre lire les livres de Brandon Sanderson. Il y a plein de gens qui font, voilà dans quel ordre vous devriez lire les livres. Ceux que je recommande pour un débutant, et généralement les gens recommandent de commencer par Mistborn. Donc ça c'est ce qu'il fait. Ensuite, ça permet d'avoir des personnages qui sont interconnectés. Un des éléments que lui, il donne pour son succès, c'est qu'il a commencé en gros en 2006, quand il a sorti son premier livre. Et ces différents livres sont situés dans le même univers, avec parfois des personnages qui sont présents dans l'un ou l'autre livre. Et il fait un lien direct en disant, j'ai eu de la chance que juste au moment où moi j'ai commencé, il y avait le Marvel Cinematic Universe qui a commencé à popper, qui est devenu énorme. Et tout le monde s'est dit, ouais, en fait, c'est cool quand il y a des interconnexions et tout. Et lui, il voit ça comme étant une de ses forces. Mais quand ça a commencé à popper, lui, il avait déjà sorti genre 8 livres différents qui étaient interconnectés. Tu vois. Donc si c'était genre Game of Thrones et que le mec il sort 6 livres en 20 ans, ça marche pas en fait. Tu peux pas faire ça. Là, il a plus jamais sorti de livres, non? George R. R. Martin. Ils attendent encore le dernier. Et je pense que ça fait du coup plus de 10 ans qu'il a pas sorti de livre. Je pense en fait il a eu la thune pour la série. Après, en fait, il s'est dit, bon, à un moment. Je pense que la pression, du coup, elle est devenue énorme. Aussi, ouais. Et je crois qu'il est aussi très vieux. Et je pense que l'écriture, c'est aussi un de ces trucs où. Il faut une certaine endurance physique. C'est capacité mentale. Tu écris moins vite. En tout cas, Stephen King, qui a écrit un très bon livre sur sa carrière d'auteur, qui s'appelle On Writing, il explique qu'avec le temps, il écrivait juste moins vite. Quand il avait moins d'endurance, il pouvait plus bourriner autant. Et puis aussi, il a arrêté la cocaïne, ce qui n'a pas aidé. C'est vrai? C'est ce qu'il dit dans le livre, ok. Ouais. Faut choisir, quoi. Il a arrêté la cocaïne et l'alcool. Donc, il y en a peut-être un qui aide plus que l'autre. Le bouquin The Shining et le film, c'est en fait basé sur son expérience de complètement péter un câble à un moment donné en écrivant des livres et en étant complètement défoncé.
Donc, comment est-ce que du coup Sanderson est devenu gros? Un truc que j'ai remarqué quand j'étudiais un peu les jeux vidéo un peu indépendants qui popaient, tu vois souvent sur YouTube des chaînes, c'est juste un mec qui est un développeur de jeux vidéo qui fait des vidéos sur son jeu et qui te montre un peu les coulisses de ce qu'il est en train de faire et qui font des centaines de milliers de vues en fait. Et tu dis pourquoi les gens regardent des vidéos d'un jeu qui est en train de se construire, et c'est pas le mec, il crée pas Call of Duty, tu vois, il crée un jeu, personne ne le connaît. Parce que les gens en fait fantasment de eux-mêmes créer un jeu vidéo, et donc ils ont envie de suivre ce truc. Et évidemment, pour le coup, le buy-in d'une personne qui a suivi le jeu vidéo pendant 2 ans, il est énorme. Et au moment où ça va sortir sur Steam, il va le wishlist, qui est la métrique qu'ils veulent faire monter, et après il va l'acheter. Et c'est tout simplement intéressant aussi. Ils veulent le faire peut-être, mais c'est aussi intéressant à suivre, quoi. C'est intéressant à suivre. Et donc Brandon Sanderson a été très très en avance sur cette trend à le faire, et c'est la première fois que je vois un auteur, en tout cas un auteur aussi gros, qui fait ça. Si tu regardes les plus anciennes vidéos sur sa chaîne YouTube, qui datent d'il y a 11 ans, la miniature, c'est juste un écran avec du texte. Il filme son écran pendant qu'il écrit son livre. C'était il y a 11 ans qu'il postait ça. Et ces vidéos, bon, c'est difficile de savoir comment elles ont performé à l'époque. Aujourd'hui, tu vois, il y en a qui ont fait 10 000 vues, il y en a qui ont fait 1000 vues et tout. Mais à mon avis, à l'époque, il faisait 500 vues, mais il écrivait et te racontait petit à petit ce qu'il faisait dans son livre. Et encore aujourd'hui... Je pense même s'il faisait pas beaucoup de vues, ça doit donner ce petit coup de dopamine quand même, d'avoir un feedback assez récurrent. Je pense que ça a dû l'aider aussi à ce niveau-là. Et puis encore une fois, je pense que même s'il y a 1% de tes fans qui le regardent, le 1% des fans qui le regardent, c'est eux qui vont recommander, ceux qui vont acheter, etc. Un des éléments qui a fait que le Kickstarter, il a fait $1 million en genre 28 minutes. Enfin, ridicule, tu vois. Il y a littéralement des gens ils sont communiqués sur Discord ou autre. Et la vidéo de lancement, elle fait 16 minutes, tu vois. Ils ont regardé 16 minutes de vidéo de lancement, ils ont cliqué, enfin, tu vois, c'est les méga fans. Et donc, en fait, c'est ce premier boost de méga fans qui fait, ah putain, c'est incroyable, le mec, il a fait 1 million en 30 minutes, qui fait, en fait, automatiquement que les médias en parlent et que tout le monde en parle. Et enfin, dans le milieu de l'éducation, de l'édition, des gens qui écrivent, des gens qui lisent, tout le monde a parlé pendant 1 mois du Kickstarter de Sanderson, qui était le plus gros Kickstarter ever, tu vois. Et ça vient de ces méga fans. Et donc là, même si ces vidéos, pas énormément de gens les regardent, ça a fait un énorme impact. Et ça, il le fait encore aujourd'hui. Donc il y a 2 choses qu'il fait aujourd'hui, c'est que chaque semaine, il fait une update sur sa chaîne YouTube, il appelle ça Weekly Update, où il explique, ok, ce bouquin-là, j'en suis maintenant à 70%, voilà comment ça se passe, j'ai un petit problème avec tel personnage. Il va t'as l'impression que c'est un mec qui un peu comme un PDG d'une entreprise publique, tu vois, qui doit faire un reporting à ses shareholders, et lui il fait un reporting à son audience de où il en est sur le prochain livre, etc. C'est, je crois, une énorme différence avec le mec qui écrit Game of Thrones, qui en fait tout le monde se dit mais où il est le prochain livre, et ils savent pas. Mais c'est pas traditionnel, tu vois. Historiquement, les auteurs, ils se planquaient puis ils sortaient leur livre et c'est tout, quoi. Ils voulaient pas avoir des comptes à donner à leur audience. Surtout en fait, si t'avances pas, genre si t'es bloqué, t'avances pas et tout, t'as pas envie de revenir chaque semaine et de devoir dire bah désolé, j'avance pas, mon livre il est coincé. Mais il le fait. Il a même sur son site une espèce de barre de progression des différents projets sur lesquels il travaille pour que tu saches où il en est. Enfin, il y a un niveau de transparence et de communication qui est très volontaire. Et l'autre élément qu'il a fait, qui est extrêmement intéressant, c'est que les vidéos les plus vues sur sa chaîne YouTube, c'est des conseils sur comment écrire. En fait. Et donc, il a genre des trucs où il fait des cours à l'université. Et t'as la stat, il y a une stat tarée sur le pourcentage de Français, je crois, qui veulent écrire un livre. Genre, c'est un truc genre 30-35%, c'est absurde comme chiffre. Et je pense que c'est une énorme demande par rapport à ça. Et donc, tu vois, t'as des vidéos c'est des cours de 1 heure qu'il fait à la fac, qui sont filmés. Ça ressemble un peu aux vidéos qu'il avait fait popper Jordan Peterson à l'époque, avec un gros watch time, où il t'explique, c'est cours numéro 1, introduction, cours numéro 2, faire tes personnages, etc. Enfin, tu vois, il y a toute une série de 9 et qui ont fait, il y en a, le premier a 2 millions de vues, le deuxième a 1,5 million de vues, etc. C'est les vidéos les plus vues sur sa chaîne YouTube. C'est les conseils pour écrire. Parce qu'il sait qu'en fait, beaucoup de gens qui le suivent ont un peu ce fantasme, cette envie un jour de peut-être pouvoir écrire, sont intéressés. Et je pense que le gap, en fait, c'est que c'est facile de rêver que tu vas écrire un livre, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est très dur de vraiment te poser, de mettre la discipline pour le faire. Mais que du coup, voilà, pour lui, son contenu qui marche le mieux, c'est raconter comment il fait, plus que juste parler de ses personnages et tout. Tu vois. Et donc, il y a vraiment un truc dans son process. Et je vois ça comme étant une vraie tendance. C'est un peu la même chose que Sam Sulek, tu vois, où il veut te montrer son process, et par le process, tu t'attaches à lui. Et c'est exactement ce que fait Sanderson. Le troisième élément dont je voulais parler, c'était le marketing du Kickstarter en lui-même. Enfin, le plus gros projet qu'il a fait, voilà, 40 millions en genre 1 mois, en vendant ses livres. Donc, ces gens qui Kickstarter, ils prennent genre 5%, et je pense qu'il a dû négocier un truc avec eux probablement pour un truc aussi gros. Et après, processeur de paiement, ils vont prendre 2-3%. Ouais. Donc il y a le reste, 35 millions de plus direct dans sa poche. Pas en plus. Donc il a la vidéo de lancement, c'est une vidéo qui fait environ 16 minutes. Ça a été posté genre en 2022 et il avait teasé dans la vidéo précédente, genre dans la prochaine vidéo, précédente qui était une weekly update, tu vois. Il annonce une vidéo de 1 minute 30, il fait prochaine vidéo, j'ai un truc important à vous dire sur ma carrière. Il a l'air un peu dépressif, tu vois.
Il sort cette vidéo et la vidéo, c'est il faut que je vous dise quelque chose. La vidéo commence à un peu cette vibe de putain, il va m'expliquer qu'il est dépressif, qu'il en peut plus, qu'il est burn-out et tout. Il a un peu ce truc, il dit voilà, le Covid, ça a été dur pour moi, pour ma santé mentale. Je suis vraiment changé la manière dont je travaillais. Est-ce qu'il était assis au bord de son lit, comme tous les youtubeurs, c'est à par terre avec le lit non, il n'a pas poussé le truc jusqu'à là. Il est assis sur un espèce de bureau, mais il a vraiment, il a un peu le jeu d'acteur, il a la tête, tu vois, qui tombe et tout. Il fait bon, moi j'ai dû changer. Et t'as vraiment l'impression qu'il va t'annoncer sa retraite. Et après, il fait donc du coup, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Et il sort un pavé de pages comme ça. J'ai écrit un livre secret, tu vois. Et il sort au bout de 1 minute. Donc tu as un twist. J'ai écrit un livre secret. Et après, il t'explique que avant le Covid, en fait, il passait genre un tiers de son année à écrire, un tiers de son année à voyager et un tiers de son année à faire des trucs un peu administratifs et tout. Il voyageait beaucoup pour aller dans toutes les conventions. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils font la promotion de leurs bouquins. Ils vont dans toutes les conventions, encore une fois, pour parler aux super fans et tout. Et il dit, OK, Covid, j'avais plus de conventions, donc j'ai récupéré 2 fois plus de temps d'écriture, donc j'ai écrit un livre. Et après, il te fait, et du coup, j'ai écrit un 2e livre. Et en fait, il te dit, j'ai écrit 4 livres secrets. Et ce qui est assez ouf là-dedans, c'est que pendant tout ce temps-là, lui, il faisait une update hebdo aux gens, tu vois, pour leur dire sur quel bouquin il travaillait. En fait, ça veut dire que pendant qu'il faisait son update hebdo, il a eu le temps d'écrire 4 livres secrets. Et eux, ça leur bug totalement le cerveau parce qu'ils sont habitués à tout savoir, parce que lui, il partage tout. Et moi, il dit, j'ai écrit 4 livres secrets et celui-là, je l'ai écrit pour ma femme. Et quand je lui ai donné, elle m'a dit, mais non, il faut que tu partages ça avec le monde. Donc, du coup, je vais le donner pour vous. Et donc, voilà, j'ai un Kickstarter. Je vais aller directement. En 1 an, vous allez avoir les 4 livres. Tous les 3 mois, je vais vous envoyer un livre directement dans votre boîte mail. Et si vous... Enfin, dans votre boîte mail, dans votre boîte postale. Et si vous voulez, tu peux soit avoir les 4 livres, soit tu peux avoir un paquet chaque mois. Et il va t'envoyer en fait de la merch, des petits goodies et tout. Donc, chaque mois, il va t'envoyer un truc spécial. Le premier mois, c'est un livre. Après, il y a un goodies, un autre livre, etc. Il te dit, OK, tu peux prendre soit les e-books. Il y a tous un truc qui te présente. Et donc, il a fait ça et ça a super cartonné. Ce qui était unique dans cette campagne par rapport à d'autres Kickstarter, en regardant un peu les experts Kickstarter, la manière dont il analysait, c'est que numéro 1, il n'a pas fait de teasing, en fait. C'est un truc, c'était une surprise énorme. Genre, le moment où tu cliques sur la vidéo, tu penses que, du coup, c'est un peu la vidéo, faut que je vous dise ce qui ne va pas dans ma vie et tout. Et en fait, il a ce twist, c'est une énorme vidéo de lancement. À cette date, d'ailleurs, la vidéo la plus vue de sa chaîne. Après, c'est toutes les vidéos de conseils d'écriture. Le fait que c'était un secret, il te dit c'est un livre secret, c'est un autre livre secret. Et en fait, dans la vidéo, il explique pas quels sont ces livres. Et sur la page Kickstarter, il explique pas. Il te dit juste j'ai 4 livres que j'ai écrits, ils sont secrets, je vais te les donner. Et donc, les gens achètent ces 4 livres et dépensent, tu vois, juste pour les e-books, $40, pour les versions papier, $160, sans même savoir le titre, la couverture. Mais ça, c'est dans le sens où ils savent que c'est de cet auteur-là, donc ça va être similaire. Ouais. Mais c'est ça qui crée aussi le mystique et l'événement de pourquoi les gens avaient envie de partager et de précommander. Sachant qu'après, il me semble qu'il a fait des live streams un peu. Donc pendant tout le mois de sa campagne, il a fait des live streams. Donc il a révélé des infos sur le truc, mais un peu en secret sur le live stream, de manière à ce que les gens qui veulent pas savoir ne soient pas spoilés. Et donc du coup, ça a fait cet énorme lancement, comme je l'ai dit, 1 million en genre 30 minutes. Et après, cercle vertueux, genre il est dans les médias, tout le monde en parle, le plus gros Kickstarter, etc. Et forcément, ça... Et du coup, plein de gens aussi externes qui ne le connaissaient pas du tout, qui l'ont connu à ce moment-là, ce qui est aussi intéressant pour lui. C'est moi la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était en connexion avec ça. Parce que du coup, tout le monde se dit, ouais, mais qui est cet auteur que tout le monde kiffe? Et il y a ce truc de, c'est une preuve sociale qui est énorme, quoi. Le dernier élément, parce que après, forcément, un élément de son succès, c'est que les gens kiffent son univers, son écriture, etc. Mais est-ce je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui doivent être à un niveau similaire en fantasy, j'imagine, je sais pas à quel point il est bon, mais par contre, il y a très peu qui sont aussi prolifiques, et il y en a quasiment, je pense qu'il y en a 0 qui est au même niveau marketing et public. Donc en fait, c'est cette combinaison un peu de ces 3 skills en même temps qui, je pense, fait qu'il est numéro 1 au monde, quoi. Quand tu regardes les vidéos qu'il fait, vraiment, il a, en termes de création de contenu, il sait vraiment ce que les gens veulent, tu vois. Il fait un truc genre le top de mes jeux vidéo, enfin, il sait créer cette connexion vraiment humaine avec l'audience, et il sait parler face à la caméra. Et c'est qu'une bonne surprise serait apporter moins de clics que commencer en disant qu'il était triste, puis après, il a un feeling par rapport à ça, quoi. Et il a commencé YouTube tu vois, il y a 11 ans, quoi. Donc pour commencer YouTube en tant qu'auteur en 2013, auteur publié traditionnellement, il fallait avoir un feeling. Et tu vois que le gars, c'est un vrai geek, tu vois, c'est un gars qui est là dans la communauté, qui est un peu passionné par son truc. Et donc, on peut pas vraiment analyser je peux pas vraiment analyser ici pourquoi son livre est bien ou pas, mais il y a un truc qui est intéressant chez lui, en termes du marché un peu de la fantasy, c'est qu'il a inventé ce truc qui s'appelle les lois de la magie. Il y a 3 lois de la magie de Sanderson. Et la première loi de la magie, qui est intéressante, c'est la capacité d'un auteur à résoudre un conflit avec la magie est directement proportionnelle à la compréhension de cette magie par le lecteur. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, il y a des types de magie qui sont, il appelle ça la soft magic, où c'est un peu la magie, ça pourrait faire n'importe quoi, tu vois, le mec, il peut lancer un sort et tout. Et ce qui fait qu'en fait, si
t'as ça, et que genre ton personnage il a un problème, et à la fin du livre, ah bah j'ai trouvé un sort, et boum, bidi boum, tu vois, ça résout le problème, c'est un peu un Deus Ex Machina, et ça fonctionne pas d'un point de vue narratif. Parce que c'est pas justifié par les contraintes qui avaient été mises en avant précédemment dans le livre. Et donc lui, il fonctionne sur un truc qui est un peu la hard magic, c'est-à-dire une magie qui est presque un truc scientifique qui fonctionne selon des règles. Donc, dans Mistborn, le bouquin que tu as lu, ils doivent ingérer différents métaux. Ce qui est une forme de mana, quoi. Enfin, c'est l'équivalent du mana, ouais. Ils consomment leurs métaux, chaque métal a une limitation et un pouvoir très spécifique. Tout le monde n'a pas accès à tous les métaux, mais du coup, il y a des règles qui sont mises en place qui sont toutes cohérentes les unes avec les autres. Et du coup, il peut faire un twist à la fin où ils découvrent un twist sur le système de magie. Ils arrivent à trouver une manière de le faire, mais qui est cohérente avec tout ce qu'on t'avait dit après, parce que tu as donné des règles qui étaient strictes. Il dit qu'à l'inverse, le Seigneur des Anneaux, c'est plus un système de magie qui est soft. Et c'est pour ça que la résolution à la fin du Seigneur des Anneaux n'est pas définie par la magie. C'est pas genre Gandalf qui arrive qui fait vas-y, super sort, et je tue le méchant. Parce que sinon, bah, tu dis ok, bah, super, Gandalf il est OP, et quand l'auteur il veut, il peut le faire buter les gens. Au final, c'est déterminé par les hobbits qui montent la montagne, etc. Et les personnages principaux n'ont pas accès à cette magie. Et il explique que la force d'un système de magie un peu soft, c'est que ça permet plus de faire rêver les gens. Et la force d'un système de magie un peu hard, comme lui il fait, c'est que ça pose des règles qui sont claires et qui après donnent une satisfaction intellectuelle de voir comment le puzzle est résolu. Exactement, ouais. Et donc lui, il donne pas cet exemple, il donne plus d'exemples de son livre, mais pour les gens qui l'ont pas lu, je pense que c'est plus clair de parler de Harry Potter. Dans le premier Harry Potter, on t'explique que Voldemort s'est fait buter par Harry Potter parce qu'il a la magie de sa mère, l'amour de sa mère, et que par l'amour de sa mère, etc., c'est un peu antithétique à Voldemort, et c'est pour ça qu'il est un peu allergique à Harry Potter, quoi. Et donc à la fin du premier livre, la manière dont ça va être résolu, c'est que le méchant essaye de le choper, mais il se fait brûler en fait par la peau de Harry Potter. Et donc ça, c'est une règle qui est mise en place en avant, et c'est pas genre Harry Potter qui trouve un nouveau sort à la fin. On t'a expliqué, on t'a posé le postulat dès le départ que Voldemort il est allergique à Harry Potter. Il a une deuxième loi de la magie que je trouvais intéressante. Il disait que les limitations de la magie est plus intéressant que les pouvoirs que ça t'a donné. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur qu'est-ce que la magie ne peut pas faire. Et dans son cas, bah, c'est ok, le mec il a pas assez de métal, ou alors il a pas tel ou tel métal, ou quoi. Et un exemple de ça, c'est, je sais pas si t'as lu le manga Death Note quand t'étais adolescent. J'ai regardé l'animé qui est très bien, ouais. Donc là c'est pareil, c'est aussi, le Death Note c'est aussi un truc très hard magic. C'est genre, t'as un carnet, c'est écrit dans ce carnet, la personne va mourir exactement comme tu l'as dit, mais il y a plein de limitations. Genre, il doit écrire le nom exactement de la personne, donc s'il connaît pas le nom de la personne, il peut pas le faire. Et donc il peut pas tuer son ennemi parce qu'il connaît pas son nom. Et à un moment donné, il déchire un petit bout du papier, il l'emmène avec lui, parce qu'il a aussi besoin d'avoir le carnet avec lui. Donc quand il est sous surveillance ou quoi, il peut plus le faire parce qu'il a pas le carnet. Et donc en fait, tout se joue sur les limitations du carnet, de savoir le nom, de pouvoir écrire exactement dedans. Et c'est là-dessus que lui, il construit. Et donc, il a théorisé un peu qu'est-ce qui fait un bon système de magie dans des romans de fantasy, ce que je trouvais intéressant. Et je pense que c'est une des parties qui fait le succès de ces bouquins. C'est, tu as un système qui est cohérent et construit petit à petit. Et dans la série Mistborn, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, tu as un système de magie qui est décrit de manière précise, qui a des règles qui sont fixes et qui ne vont pas changer. Mais au fil du temps, il va ajouter, en fait, il découvre d'autres métaux, d'autres éléments qui rentrent, et tout est cohérent. Et tu découvres avec la protagoniste, en fait, ouais. en même temps. Et c'est les personnages, en fait, qui découvrent. Au fur et à mesure, des capacités qui leur avaient été cachées, où ils découvrent des éléments, et du coup, ça débloque des éléments, mais en fait, d'autres personnes vont le découvrir en même temps. Donc, il y a ce côté de découverte, de mystère qui est assez intéressant. Un peu comme si... Un truc que tu pourrais pas trop faire, ce serait faire un roman sur des scientifiques qui découvrent, enfin, tu pourrais le faire en science-fiction, mais tu vois, dans la réalité, qui découvrent un peu les lois de la physique et ça leur permet de faire des trucs. En fait. Et là, ils découvrent en fait, les lois de l'univers dans lequel ils existent et ça leur permet de faire des choses. Et c'est comme ça qu'eux, ils montent en puissance. Tu vois, ils montent pas en puissance parce qu'ils sont devenus Super Saiyan, ils montent en puissance parce qu'ils ont compris un nouveau mécanisme de l'univers, ce qui est, je pense, assez satisfaisant pour pas mal de gens qui lisent ce genre de bouquins. Sur ce, c'était Brandon Sanderson. Donc, je pense que le truc de building public, c'est vraiment le truc ici que j'ai retenu. Et toi, est-ce que tu pourrais l'appliquer à toi faire une chaîne où tu t'expliques comment tu crées les scripts de tes vidéos, les feedbacks que tu fais sur le montage, en fait, juste partager ça. Est-ce que ça aurait du sens? Là, c'est quelque chose que tu vois, je fais par exemple dans ma newsletter et tout. Le fait, après, forcément, le building public sur l'entrepreneuriat, ça fonctionne bien, tu vois. Je trouve que un peu la difficulté sur de l'entrepreneuriat, c'est que parfois, j'ai peur que les trucs n'avancent pas assez vite. Je me dis, si je faisais une vidéo tous les mois où je parlais de ce qu'on fait dans Schoolmaker, tu vois, par exemple, ça pourrait être intéressant. Mais je me dis, est-ce que tous les mois, j'arrive à... Est-ce que c'est pas bien, du coup? Est-ce que c'est pas une force function, un truc d'accountabilité Peut-être, ouais. Faut que je fasse des trucs pour avoir du contenu, tu vois. Sinon, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de changement qui est assez net. Alors après, je pense qu'il faut choisir la fréquence, tu vois. Et après, lui, il fait une weekly update, tu vois, et finalement...
la plupart des weekly updates, quand j'ai regardé, c'est genre, ah ouais, donc c'est bien, j'ai bien avancé sur le bouquin, donc maintenant j'en suis à 70%. Tu vois, c'est pas des trucs. Chaque semaine, il a pas un insight incroyable à te partager, c'est assez court et tout le monde le regarde pas. Mais pour les super fans, il fait juste un update. Ça fait kiffer. Donc je pense que. Ce qui est déjà un peu le cas aussi pour le public entrepreneurial, j'ai marqué aussi, c'est rarement, il montre rarement le travail réel. C'est un peu tout ce qui est autour, quoi. Donc ouais, ça, je pense que c'est un truc qui est intéressant de comprendre comment est-ce que tu montres plus le process. Moi, par exemple, pour ça, je m'étais amusé, j'avais envoyé des newsletters sur tous les titres, toutes les itérations de titres qu'on avait eu pour une vidéo. Genre, j'ai des vidéos où on a écrit genre 30 titres différents et comment on les a eu, les différentes itérations de la miniature, tu vois, pour montrer un peu aux gens le derrière des coulisses de comment cette décision a été prise et que ce titre qui a l'air assez simple, parce qu'un bon titre, souvent, au final, il a l'air assez simple et assez intuitif. Finalement, il y avait tellement de directions dans lesquelles tu pouvais aller qu'il fallait explorer toutes ces directions pour arriver au bon titre à la fin. Donc là, je pense qu'il y a des éléments intéressants sur comment building public, montrer le derrière des coulisses. Et ça, j'ai vu des gens qui le faisaient mieux que moi, notamment sur la création de formation, par exemple. Tu vois, si je lance une formation, c'est genre, et voilà, une nouvelle formation est disponible. Tu vois. Mais est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose où tu construis la formation petit à petit avec les gens en leur donnant une visibilité dans le process et tu montres le travail aussi, en fait. Les gens attachent plus de valeur parce qu'ils voient que c'est pas un truc qui est apparu comme ça. Quoi. Et ils ont l'impression peut-être d'avoir... Ça fait partie du truc aussi. Moi, je fais toujours un truc, par exemple, au départ, je fais toujours un sondage sur la formation. Genre, je vais faire une formation sur, mettons, Instagram. Est-ce que vous utilisez Instagram? Pourquoi? Qui vous inspire dedans? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que vos objectifs? Vous vendez quoi comme produit? Juste pour comprendre en fait, mon marché, tu vois. Et donc après, eux, ils ont cet input, mais ils ne voient pas comment est-ce que moi, je l'analyse pour arriver à un truc. Ce que je pourrais faire, c'est revenir un mois plus tard en disant j'ai analysé le sondage et voilà ce que j'ai remarqué, donc voilà ce que j'ai décidé et voilà comment je vais procéder, etc. En fait, ils pourraient avoir l'impression, un lien plus clair entre l'input qu'eux, ils ont eu sur le sondage versus le résultat final. Parce que sinon, pour trouver le lien, il est là entre ce que j'ai eu sur le sondage et ce qui va être sur la page de vente. Tu vas souvent pouvoir dire, OK, sur le sondage, on a remarqué tel élément que les gens, je sais pas, sur Instagram, les gens n'ont pas assez de temps pour poster. Donc, on va soit essayer de trouver un système qui est plus rapide, soit un système de productivité, en tout cas, trouver un contrepoint à cette objection, quoi. Et ça, je pense qu'on pourrait le mettre plus en avant, expliquer plus le contenu, enfin, le processus que nous on a derrière, ce qui est de base intéressant pour les gens qui me suivent parce que, un peu comme Sanderson en fait, c'est intéressant pour eux parce que et moi, je pense bien écrire. C'est à quel point c'est intéressant, parce que moi j'étais en train de réfléchir, tu vois, moi je pourrais faire de la recherche produit, mais je dis personne, ça intéresse personne, tu vois, la recherche produit, mais même moi je regarderais comment tu crées, je serais curieux, même Brandon Sanderson, je pense que je vais regarder un peu, parce que je suis curieux de voir comment tu écris un livre de fantasy, tu vois. Donc je pense qu'il y a plus d'audience qu'on pense, que c'est notre travail, c'est pas si intéressant que ça, mais il y a plus de personnes qui aimeraient voir un peu les après c'est du boulot en fait de créer ce contenu. Et c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait j'ai pensé, est-ce que quelqu'un qui débute devrait faire ça aussi, tu vois, building public. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu divises ton attention aussi. En fait, tu deviens. Bah, en fait, ça devient très fort si tu fais comme après Iman Gadzhi, quoi. Tu vois un peu son histoire? Je sais pas exactement. Je connais pas très bien sa chaîne, hein, mais en gros, c'est un gars, il est un peu connu pour. Aujourd'hui, c'est un, tu sais, gourou, millionnaire. Regarde, je suis avec des modèles sur un yacht. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a commencé sa chaîne, littéralement, il a 15 ans, quoi. Ok. Et c'est genre, je suis un bodybuilder de 15 ans. Et après, il essaye tous les petits hustles, tu vois. Et rétroactivement, comme c'est devenu un énorme gourou, c'est effectivement assez fort pour les gens de pouvoir voir tout son arc, tu vois, qui est encore public sur sa chaîne. Si tu veux avoir sur Holdus, tu peux voir. Et vraiment, c'est un mec boutonneux qui va à la salle et tout au départ. Donc là, pour le coup, ça devient assez fort. Mais effectivement, c'est un pari que tout l'effort que tu mets dans le contenu va fit avec le reste. Mais ça peut être efficace. Genre, je trouve que Elliot Meunier, par exemple, fait ça bien. Tu vois, parce qu'il a tout le truc de la tiny house qu'il a fait. Donc ça fait un vlog assez intéressant parce que visuellement il y a un environnement qui fait un peu fantasmer les gens de dire je vais devenir entrepreneur dans ma tiny house et vivre avec mes potes dans une commune éco-responsable. L'anti-Iman Gadzhi. Ouais, un peu l'anti-Iman Gadzhi. Mais il y a ce truc où du coup il te raconte ses projets, les différentes formations qu'il fait et tout, et tu le vois un peu faire sa formation. Et du coup, bah, tu es un peu commit derrière les coulisses, tu vois. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Et moi, je me dis toujours, si je fais un vlog, tu vois, ça va me forcer à faire des trucs plus intéressants dans ma journée, ce que j'ai pas envie de faire, tu vois. Un vlog où je suis assis tout seul à mon bureau, ça marcherait pas. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc extrêmement fort aujourd'hui de réfléchir à comment est-ce que tu montres ce process, en fait. Vraiment, c'est tout ce que j'avais vu dans la vidéo sur Soulek. Et tu regardes tous ces gens qui te montrent le derrière des coulisses. Même Casey Neistat te montrait beaucoup, en fait, de la bricole derrière les vidéos. Et ça ajoute beaucoup. Et Sanderson est particulier parce que les auteurs peut-être ont un peu cette arrogance de dire moi je suis là, je fais mon truc, j'ai mon process, je suis un artiste, etc. Je suis pas là pour aller... je fais des likes sur YouTube. Mais vraiment, te dire que tu vas faire une update toutes les semaines à ton public, c'est... il faut accepter que tu leur dois des comptes quasiment. C'est désagréable.
Tu te places en position de je vous rendez compte, alors que beaucoup d'auteurs, c'est bah non, tu auras le livre quand tu l'auras, quoi. Voilà, et c'est le take-home là-dessus. Donc je pense qu'effectivement que dans mon cas, je réfléchis à comment est-ce que je peux mieux mettre en scène ce process, en fait. Quitte, en fait, à mon avis, il y aurait moins de gens qui le regardent, mais pour chaque vidéo, on pourrait faire un making-of en disant voilà les 3 versions du script, voilà les parties qu'on a cut, voilà les miniatures qu'on a essayées. Et voilà ce que ça donne. Et après aussi répondre aux commentaires. J'avais fait ça quelques vidéos où je répondais aux commentaires des gens sur la vidéo en expliquant. Parce que parfois les commentaires d'une vidéo pointent un truc que toi tu avais pensé au moment où tu avais écrit, mais tu as décidé de pas le mettre parce que ça alourdissait trop la vidéo. Alors les gens parfois te disent tu as oublié de parler de X. J'ai pas oublié de parler d'un truc, je pas juste parler de tout ce dont la personne a. Voilà. Ça c'était Sanderson. Parlons maintenant de comment faire quelques milliards. Parce que 40 millions de Kickstarter, c'est cool, quoi. Ouais, c'est gentil. Mais quelques milliards, c'est quand même mieux. Ouais. Et il y a un mec qui a écrit un bouquin on n'a pas entendu parler tant que ça. C'est un mec qui s'appelle Brad Jacobs, qui a écrit un bouquin How to Make a Few Billions, que tu étais censé lire cette semaine, mais apparemment tu es trop occupé. Que j'ai lu partiellement. Lu partiellement. Donc du coup, en gros, il a créé 7 boîtes différentes qui valent toutes plus d'1 milliard. Et donc quand tu crées 7 boîtes différentes plus d'1 milliard, d'abord tu dis c'est pas de la chance, tu vois. Ouais. Tu veux pas une, tu as de la chance, 2, pourquoi pas, on sait jamais. 7, tu sens que le mec il a quand même un playbook. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est qu'en fait, il a réussi à plus ou moins processiser le fait de créer des boîtes qui valent plus d'1 milliard. Ce qui est encore une fois assez incroyable. Et toutes ces boîtes, c'est genre, on va louer de l'équipement de chantier, tout le truc un peu chelou où t'es genre, mais je sais même pas comment est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité là-dessus, quoi. Les boîtes qui font c'est quoi, les éboueurs, il a fait tout ça. Donc on va en parler. Ouais. Mais après, justement, ce qui détonne un peu avec ça, c'est au début du bouquin, il a toute une partie un peu dev perso, tu vois. Sur le fait de détendre ton esprit, tu vois. De pas penser de façon trop étriquée. Et donc, il a tout ce concept de love vibes. Où en fait, tu dis, j'imagine l'univers et je visualise se connecter avec tout l'univers. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée pour ma boîte d'éboueurs. C'est ça. J'envoie de l'amour et ainsi de suite. Et donc, il a un peu un aspect spirituel. Je vais citer d'autres. Il parle de thought exercise, d'exercice de pensée à faire justement pour étendre son esprit et pour être dans des meilleurs vibes. Ouais. Il utilise beaucoup de vibes, ce qui est assez marrant parce que aller taper sur Brad Jacobs au Google et voir à quoi il ressemble, tu penses pas à un mec vibes, tu vois. Mais il y en a un, c'est imagine-toi, je vais traduire en même temps, ça va être compliqué. Imagine-toi au moment du Big Bang, 13,8 milliards d'années, tu t'étends en toutes les directions à la vitesse de la lumière, tu te transformes en quarks, protons, électrons et d'autres particules élémentaires. Ensuite, tu te refroidis. Tu deviens l'hydrogène, de l'hélium, et tu flottes dans l'espace vide. Et ensuite, tu sens la force de la gravité qui te rassemble et qui te permet de créer des étoiles. Tu vois. Et il en a comme ça, il en a 15. Et donc, il faut quand même rentrer là-dedans. Et en fait, ce qu'il explique, lui, c'est que c'est le premier chapitre. C'est ça. Il y a son intro où il t'explique voilà, j'ai fait des éboueurs, des machins, j'ai fait une boîte, et après, on l'a splitté en 3 boîtes, et après, j'ai fait ci, et je suis fan de créer de la valeur pour les shareholders. Chapitre 1, les vibes de l'amour. Salut. Et il t'explique que lui, quasiment tous les jours, il passe 15 minutes à imaginer ce genre de truc, en fait. Pour un peu... Et je pense c'est assez intéressant. Et effectivement, juste ce qui est marrant, c'est la ligne d'après ou la ligne d'avance, c'est un truc du style... Moi, ce que je kiffe vraiment dans la vie, c'est créer de la valeur pour mes actionnaires, toi. C'est là dont je suis bon, je veux créer des outrageous value pour mes shareholders. Donc, c'est assez marrant d'avoir ce contraste. Mais je suis toujours assez surpris des gens qui peuvent paraître un peu, justement, un peu... comment dire normaux, entre guillemets, et qui ont un aspect spirituel qui est plus développé qu'on pense. Je trouve ça toujours intéressant. Mais d'une certaine façon, c'est logique parce que pour créer des boîtes à 1 milliard, il faut quand même penser assez grand, il faut quand même avoir un peu cette notion d'abondance, cette notion de ce qui est possible. Il faut avoir pris un peu de LSD dans les années 70. Ça, et aussi, il était musicien avant, donc il a tout un côté artistique. Où en gros, il dit, en gros, je fais ça parce que j'aime ça, en fait. C'est le love of the game, quoi. J'aime le jeu, l'entrepreneuriat. Mais ouais, c'est assez intéressant. Et la façon dont il a fait, à part ces 2 premières boîtes, ensuite, il a toujours utilisé le même playbook. C'est le playbook des roll-up. Et j'en ai déjà parlé il y a quelques temps avec les agrégateurs Amazon. Et donc, ce qu'il a fait avec succès comparé aux autres, et je vais faire après une comparaison de pourquoi je pense que les agrégateurs ont échoué et lui, il a réussi. C'est qu'il est sur des marchés avec plein de petits acteurs inefficients. Donc, on l'a dit, il a conquis le marché des éboueurs aux États-Unis. Il a fait la logistique. Et il a fait aussi la location d'équipements de travaux. Et quand je dis inefficient, je pense que c'est sur deux niveaux principalement. Un, c'est que littéralement, ce qu'il explique, c'est que les éboueurs, encore dans les années 90, les années 2000, en gros, il laissait le conducteur faire son trajet comme il voulait, toi.
Il disait, vas-y, tu sais, Freddy, fais ce que tu veux. Et en fait, ce qu'il a remarqué, c'est en utilisant un truc style Google Maps, et un peu en insistant à ça, il pouvait gagner environ 40% de temps. Et vu que le plus gros facteur de coût pour les éboueurs, forcément, c'est la main-d'œuvre, d'un coup, il devenait beaucoup plus rentable, quoi. Instantanément, juste en faisant ce petit changement-là. L'autre truc, il en parle moins, mais il le mentionne quand même. Et il dit la phrase, en gros, il faut être agressif dans le fait d'identifier les gens qui permettent pas à la boîte d'avancer et en gros leur offrir un generous exit package. C'est qu'aussi, je pense, ce genre de boîte, ils sont probablement plus staffés qu'il est nécessaire, toi. T'as Jacqueline qui est la cousine du patron qui travaille là depuis 30 ans, qui sait toujours pas se faire de spreadsheet, mais tu la gardes parce que voilà, politiquement, émotionnellement, peu importe, ce sera compliqué. T'apprends peut-être tu sers certains quartiers qui sont pas rentables, mais tu continues parce que tu te sens une obligation morale, peu importe. Et lui, je pense qu'il arrive et en fait, avec un point de vue un peu objectif, il rationalise pas mal tout ça, ce qui a aussi fait une grosse différence. Donc c'est un peu un requin de private equity qui arrive et qui tue les bonnes valeurs humaines pour le profit, quoi. Je pense que c'est pas aussi extrême que ça, dans le sens où il démonte pas la boîte, tu vois. Ouais. En fait, il continue à servir les clients, il continue. Mais par contre, il donne pas de stats dessus, mais ça ne m'étonnerait pas que j'ai genre 20-30% des gens qui gèrent. Ouais. En fait, il identifie les meilleurs, les moins bons. Et je pense que ça peut être dur de voir ça quand tu es de l'intérieur, mais quand tu es de l'extérieur, c'est assez facile de juger une boîte et de juger qui est vraiment utile dans la boîte, qui est pas vraiment utile. Et aux US, pour le coup, aux US, à ce niveau-là, ils sont assez. Je sais pas trop quand ils disent generous exit package. Je sais pas trop ce que ça veut dire aux États-Unis parce que, quand c'était quoi? C'était Twitter et Google et d'autres personnes virées. Ils avaient dit incroyable, on va filer 12 semaines de salaire, toi. Et c'est les plus grosses boîtes au monde avec le plus de thunes et c'était le truc le plus incroyable, tu vois. Alors qu'en France, 3 mois, je pense que c'est même pas le minimum légal sur la période où tu as travaillé. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais par contre, c'est aussi plus facile de se faire embaucher parce qu'il y a tout un truc autour de la fluidité du marché de l'emploi qui est pas le sujet de la vidéo. Un autre truc aussi qu'il ne mentionne pas beaucoup, mais je pense que c'est le truc le plus obvious, et je pense qu'il ne mentionne pas parce que c'est peut-être pas très intéressant en tant que tel, mais c'est l'effet d'arbitrage sur les multiples. C'est-à-dire que sa dernière boîte, sa logistique, elle est valorisée à un PI de 50. Donc 50 fois ses bénéfices annuels. Ce qui est énorme d'ailleurs. Je ne comprends pas comment. Parce que c'est quand même très tech, orienté tech. Okay. Et pareil, je pense qu'en fait, quand il est parti en logistique, c'est qu'il a vu, tu avais des milliers d'acteurs différents qui utilisaient des spreadsheets par email, tu vois. Et c'est encore beaucoup comme ça. Je sais que tu envoies des spreadsheets par email à droite à gauche. Okay. Et eux, ils ont mis un truc technologique au-dessus qui a fait gagner beaucoup d'efficacité, je pense. Mais bon, bref, en gros, c'est valorisé à x50. Il y a zéro chance qu'il ait racheté ces petites boîtes à x50, tu vois. Je pense qu'il l'a racheté à x3, x4, x5. Donc instantanément, il paye 10 millions pour une boîte, il la met chez lui, ça vaut 100 millions. Et en plus, vu qu'il est valorisé en bourse, tu peux ensuite utiliser ça pour prendre de la dette, peu importe quoi. Ouais. Donc il y a vraiment un levier là-dessus qui est énorme, qui ne mentionne pas trop, je ne sais pas pourquoi. Il a aussi une approche qui est assez directe en termes de deal, c'est qu'en gros, quand le worst case scénario il est couvert, donc le downside il est couvert, donc il dit au pire on sort, on ne perd pas d'argent, et dans le meilleur des cas, on explose tout, quoi. Et au final, je pense que c'est la plus grosse différence avec les agrégateurs Amazon. Parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas de gain d'efficience quand tu achètes un business Amazon, en réalité. C'était même... généralement, ils n'avaient pas assez... Et lui, il met beaucoup l'axe sur le fait d'être bon personnellement. Ouais. Et justement, les agrégateurs n'avaient pas trop ça, donc tu n'avais pas trop de gain d'efficience. C'était déjà bon, il n'y avait personne à virer, il n'y avait pas de gain à faire, quoi. C'est ça. Tu n'avais pas vraiment de gain d'efficience. Ouais, généralement, ils achetaient des business où tu avais un mec et ses deviers, toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme économie par rapport à ça? Tu virer un des deviers. Tu vires un des deviers, tu as économisé $400, félicitations, quoi. Et aussi, le downside était couvert au début, parce qu'ils achetaient des multiples x2, je pense qu'il n'est pas très risqué. Mais par contre, une fois qu'ils ont commencé à monter les multiples, c'est là que le downside était plus couvert quand tu achètes à x5. Le business divisé par 2, boum, d'un coup, c'est l'équivalent de x10 et tu t'en sors plus. Et surtout, moi, je pense que le plus gros truc, et quand j'ai réfléchi, c'est que l'upside est très limité en fait. Tu rachètes un business Amazon comme ça, il y a quasi zéro chance qu'il croit organiquement. Et s'il croit, c'est vraiment du 5%, 10%. Mais je dirais, la moyenne, ce serait qu'il perd 20 à 30% chaque année, tu vois. Parce qu'il faut lancer des nouveaux produits, et si tu allais de toute manière devoir lancer des nouveaux produits, ça ne sert à rien de racheter quelqu'un pour lancer des produits dedans. Exactement. Donc si tu ne lances pas de nouveaux produits, donc il faut vraiment que tu aies l'idée peut-être que tu achètes un truc où ça te permet de rentrer dans une catégorie et ensuite d'étendre le portefeuille dans cette catégorie, par exemple. Mais autrement, la plupart des agrégateurs, c'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont racheté. En plus, pas de chance pour eux, généralement, quand ils ont levé de l'argent et qu'on a commencé à racheter, c'était quand il y avait Covid. Donc ils avaient l'impression qu'en fait ça grossissait organiquement en fait. Sauf qu'en fait non, c'était juste la conjoncture, c'était juste temporaire. Ce qui fait qu'au final, pour les agrégateurs Amazon, il ne restait plus que l'arbitrage. Il ne restait plus que l'espoir qu'on achète un multiple de x4, mais on sera valorisé x10 en bourse, donc on va être bien. Sauf que ça aussi, ça a fini par s'écrouler quand les taux d'intérêt sont montés, du coup l'entrée en bourse, l'argent était moins
moins disponibles et les entrées en bourse se sont cassées la gueule. Donc c'est un peu la différence que j'ai pu faire entre quelqu'un qui a été incroyable en acquisition, lui il a fait plus de 500 acquisitions, je sais pas si vous mentionné, et les agrégateurs qui sont tous plantés, plus ou moins, peut-être pas tous encore. Ensuite, un truc qu'il faisait aussi, c'est qu'il faisait des recherches avant le premier contact, et en gros le contact initial c'est de dire on est prêt à payer X millions d'euros pour votre business. Je pense qu'il est assez smart plutôt que de dire on voudrait discuter machin truc, parce que en plus il parlait beaucoup à des petites boîtes familiales pour qui ça représentait des gros montants. Mais c'est dur parce que comment est-ce qu'il sait même combien de profits ils font quoi, pour avoir un multiple? Je pense, c'est toujours le secret de ces genres de trucs, c'est qu'en fait ils envoient toujours une offre plus grosse que ce qu'ils comptent vraiment payer. Et après une fois que le mec est commit et qu'il y a un peu sunk cost fallacy, qu'il fait rentrer en process, en plus tu as la lettre d'intention ensuite où tu t'obtiens l'exclusivité pour le deal pendant genre 3 mois par exemple. Donc en fait ils ont tout leur truc, ils en parlent pas trop parce que je pense que c'est pas très noble. Mais ils ont tout le truc pour faire rentrer la personne et ensuite baisser le prix au fur et à mesure. Une fois que tu l'as fait chier pendant 3 mois, lui demander 1 milliard de documents, et que tu as baissé le prix, il va se dire ouais, je suis commit, je veux sortir. À mon avis, à partir du moment où le mec il pense à fantasmer à vendre son business, tu l'as ferré quoi. C'est ça. Parce qu'il se voit déjà, ok, c'est bon, c'est dur ensuite de revenir. C'est dur de revenir à dire ok, je vais continuer à bosser quoi. Ouais. Et en fait, c'est la technique un peu de technique salami, où en fait, tu proposes 5 millions, tu baisses à 4,9, le mec il va pas dire non, attends, t'as baissé 100 000. 2 jours plus tard, en fait, on a retrouvé ça à 4,8. Et à chaque fois, tu dis, c'est pas maintenant que je vais tuer le deal, tu vois. C'est pas. Donc, un des conseils, par contre, pour ceux qui font business... J'aime bien que tu appelles ça la technique du salami. De quoi? J'aime bien que tu appelles ça la technique du salami, comme si c'était un truc totalement connu. C'est un truc connu. Non, c'est en fait les Russes qui utilisent. C'est par rapport à les stratégies russes, en fait, d'attaquer un pays en disant, on va pas. Pour ce pays, tu vois, genre pour l'Ukraine, on va pas partir en 3e guerre mondiale, tu vois. Et en fait, de faire comme ça au fur et à mesure. Donc, je crois que c'est un vrai truc. Je tape tactique du salami. Salami tactique, peut-être en anglais. Peut-être c'est un terme anglais. Je crois que c'est un vrai truc. Moi, je connaissais la métaphore de la grenouille que tu cuis au fur et à mesure, mais... Chacun ses métaphores. Chacun ses métaphores. Ok. Et je pense, en fait, par contre, c'était capable d'évaluer, je pense, assez précisément, parce qu'en fait, par exemple, si tu as une boîte qui fait des boueurs, tu peux dire, OK, ils servent tel nombre de maisons, ils ont ce contrat-là avec la municipalité, qui doit être plus ou moins public, je pense. Donc, à mon avis, tu peux après faire tes calculs et se douter, OK, c'est à peu près ça, je pense, les revenus. En moyenne, ils font ça de marge, donc je propose ce prix-là, quoi. Et après, je pense, une fois qu'ils ont posé le prix, après, ils reviennent sur plutôt une question de multiples, à mon avis. C'est comme ça qu'ils gèrent le truc. Okay. Mais quand quelqu'un t'offre un certain nombre de millions, je pense que tu écoutes. C'est la différence comparé à dire j'aimerais bien discuter, ou là, les mecs sont là, tu me fais perdre mon temps. Et pareil, je pense que, mine de rien, tous ces boîtes-là, on leur proposait pas trop de les racheter, toi. Donc je pense que c'était assez nouveau pour eux aussi d'avoir ce mécanisme-là. Mais actuellement, il me semble que c'est assez à la mode, tout ce qui est roll-up, etc. Je pense que c'est beaucoup avec lui aussi. Plus de concurrence. Lui, il a commencé ça, il a commencé dans les années 90. Maintenant, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus courant. T'as un mec qui est passé sur le podcast My First Million qui, lui, fait ça pour les journaux de niche. Où il achète des journaux sur des hobbies notamment qui valent beaucoup. Genre l'aviation, les montres, les petits trains. Et ensuite, il digitalise. Et en fait, ce qu'il a valorisé que d'autres valorisaient pas, c'est pas tant le cash flow du business, c'est en fait que tu as des gens qui ont lu le même magazine d'aviation depuis 20-30 ans et qui en fait ont un attachement émotionnel à ce business, quoi. Et forcément aussi qu'en moyenne, c'est des gens qui gagnent $300 000 par an, tu as tout ce facteur-là aussi. Donc lui, dans son cas, c'était aussi comment est-ce que je monétise plus efficacement cette audience en leur vendant des produits versus juste avoir les pubs. Exactement. Les pubs, et même apparemment, les pubs, il n'y a pas tant de pubs que ça. Au final, c'était beaucoup avec l'abonnement, ce qui était ridicule. Parce que tu vendais un abonnement $40 par an. Enfin, un mec qui va dépenser $20 000 sur un avion. C'est ça. Combien t'as dit pour maintenir son avion. Pour maintenir son avion. Pas pour l'acheter, mais pour le maintenir. À mon avis, un gars qui est dans l'aviation, qui est pilote, qui a son truc, qui fait des leçons et tout, il dépense beaucoup, tu vois. Mais du coup, si toi, t'es la personne qui lui fournit son info et que tu captures 0,2% de ça suffit pas, quoi. Alors que si t'es la personne qui lui fournit l'info et qui lui vend l'assurance pour son avion ou autre truc, tu vois, là, pour le coup, tu commences à capturer une bonne part du gâteau et ça devient intéressant. Après, lui, il est parti dans notre délire où il a acheté un terrain, il a construit une piste d'atterrissage et des maisons autour, toi. Et genre, il expliquait son business, c'était un truc absurde. Non, je crois qu'il a même pas construit les maisons lui-même. Je crois qu'il a juste acheté le terrain, il l'a divisé genre en 45 trucs, ou je sais pas, 60 trucs, et il l'a vendu, et en gros, il a fait un x5 en 2 ans. Donc, c'est génial, parce que du coup, il prend un terrain au milieu de nulle part. Ça. Donc personne ne veut parce qu'il n'y a rien autour. Et il dit, ok, je vais mettre un truc, donc vous allez pouvoir faire votre avion ici, venir avec votre avion. Donc du coup, de base, le terrain, il vaut, quoi. Et pour que ça fonctionne, il faut un minimum de gens qui viennent, toi. Parce que sinon, il n'y a pas quelqu'un ça va pas être rentable d'avoir une piste d'atterrissage pour une personne, toi. Donc c'est assez intéressant. Il y a toujours des trucs intéressants à faire. Et aussi, un autre truc qu'on a en négociation, c'est en gros, il a une liste de ce qui compte vraiment et de ce sur quoi il est prêt à lâcher.
Et en fait, du coup, c'est un truc psychologique assez naturel. Tu fais genre, c'est très dur de lâcher ce truc-là, et tu dis, ouais, non, bon, ok, on t'accorde ça, et du coup, tu gardes les trucs qui comptent vraiment pour toi. Et ça, je pense que c'est forcément c'est un truc qui fonctionne. Et après, je l'ai déjà mentionné, il y a la partie, effectivement, de virer les gens. Et un truc dont on parle plus trop, c'est Twitter et Elon Musk. Où tout le monde est en mode, c'est sûr, Twitter, ça va se casser la gueule. Ouais, tout me prédisait que c'est bon, lundi prochain, il n'y aura plus de Twitter, il a viré trop d'ingénieurs. Ils ont viré 95% des gens. Au final, le chiffre final, c'est 95%, Okay. c'est incroyable. Genre, en plus, la moitié est partie de eux, enfin, c'est totalement taré. Et finalement, ça fonctionne bien. J'ai l'impression qu'il y a plus de features qu'il y en a. Enfin, ils font plus de trucs. Et d'ailleurs, t'as une photo marrante où c'est genre tous les ingénieurs, ils sont genre 15 ingénieurs, toi. Et c'est genre, et tu as une photo d'Elon Musk et 15 Asiates, 15 mecs Asiates, ceux qui vont tenir tout Twitter à eux 15, quoi. Donc ouais, si vous voulez créer une grosse boîte tech. Et du coup, pourquoi est-ce que tout le monde dit que Twitter, ça perd trop d'argent maintenant et tout, s'ils ont viré 95% des gens, même s'ils ont perdu du publicitaire? Le gros problème, c'est le publicitaire, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ils ont perdu plus que 95% de leur chiffre d'affaires? Je pense qu'ils ont quand même les coûts de serveur qui n'ont pas baissé, parce que c'était le trafic, je pense que c'est ça. Donc c'est quand même un coût majeur et publicitaire. Enfin, j'ai l'impression que c'est. Par contre, ce que je comprends pas, c'est personne. Moi, j'ai jamais essayé de faire de pub sur Twitter, donc je sais pas, mais personne n'a rempli le gap. Parce que tu peux dire, ok, ils perdent les gros, Disney, Apple, peu importe, mais tu auras des gens qui vont faire de l'arbitrage là-dessus, toi. Ouais. Mais je sais pas, ils le poussent pas. Le targeting pas bon. Peut-être que les pubs Twitter sont pas si efficaces que ça en direct response. Et que du coup, ces gros publicitaires branding, ils sont pas vraiment remplaçables en fait. Toi, tu vois Facebook. Parce que moi, je vais un peu souffrir. Tu vois des pubs sur Twitter? Moi, pas tant que ça au final. Il y a peut-être juste ce problème-là. Et en fait, j'ai l'impression que je vois que genre une plateforme de trading, de crypto. Un truc un peu de base. J'y vais pas trop, mais voilà, peut-être des trucs de trading. Twitter, c'est gros dans la crypto, donc il y a peut-être ça. Mais peut-être que c'est pas top pour pas mal de. Tu vois, genre, moi, pour vendre des formations sur Twitter, je connais personne qui le fait en fait. Peut-être que c'est con et qu'il y a une opportunité de ouf, mais j'ai pas l'impression que le targeting soit là. Ça se saurait, toi. Si ça fonctionnait, ça finirait par savoir qu'il y aurait quelqu'un il y aurait la balance qui dirait putain, j'ai un putain de retour. Mais il y a deux trucs, il y a genre Reddit, tu vois. Reddit, c'est la merde. J'ai fait des ads sur Reddit. J'ai testé, c'est la merde. Ouais. De toute façon, en fait, tu vois généralement à quel point les ads c'est la merde quand en fait, quand les ads sont un peu pourris, toi. Ou c'est pas target. Je suis sur Reddit et j'ai pas cliqué sur une seule ad de ma vie sur Reddit, toi. C'est toujours de la merde, toi. Ça n'a rien à voir avec ce qui m'intéresse ou autre. Donc Reddit, c'est assez inefficace, on a tenté un peu, ça donne rien. Mais je pense que Twitter a un peu le même problème, ce qui fait peut-être que du coup tu perds ces gros trucs de branding, ça fait un impact. Mais parce que c'est ça en fait, que ce soit plus de 95%. Si en gros les performance ads ça fonctionne pas, donc tu perds tous les mecs d'ici qui font sur Meta, sur Facebook, et du coup ce que tu comptais sur les gens qui étaient en mode considération, donc les Disney autres, qui allaient brûler, qui s'en fichaient, et tu les perds eux, donc t'as plus rien au final. Donc je pense que c'est beaucoup ça. Mais peut-être du coup tu vois qu'il y a un truc de se dire, est-ce que tu pourrais créer un business où toute ta thèse, c'est de se dire, je vais créer le produit qui va marcher en pub Twitter ou genre en pub Reddit, tu vois. Tu crées ton produit autour de ce canal en disant, il y a un canal qui est cheap, est-ce qu'on peut créer un produit spécifiquement? Parce que pour la plupart des produits, ça va pas marcher, peut-être que pour certains produits, ça va marcher, tu vois. Peut-être un élément à ce niveau-là. Mais il faut voir à quel point le targeting et à quel point les gens cliquent et tout, mais c'est peut-être possible. Et la dernière partie où il l'inspire, c'est tout ce qui est recrutement. Et donc là-dessus, il recrute pas mal sur l'intelligence, hunger, donc avoir les mecs qui ont les crocs, quoi. L'intégrité et la collégialité, je crois que ça se dit en français. Donc le fait d'être qui sont dans l'équipe, teamwork, quoi. Teammate. Et il place, et c'est assez marrant parce qu'il le place de façon très brute que intelligence est numéro 1. Et en fait, que c'est le premier filtre, en fait. Il faut filtrer pour l'intelligence. Et lui, il veut des gens qui sont smart, quoi. Et des gens aussi qui kiffent résoudre des problèmes, toi. Que ce soit vraiment leur truc, qui sentent qu'en fait, tu leur poses un problème et ils vont kiffer ça, toi. Mais je me demande quel type de personnes ils trouvent qui ont ce profil et qui vont venir optimiser la logistique ou les éboueurs et tout. Peut-être des mecs qui ont fait un MBA à Harvard et qui sont en mode je veux voir des spreadsheets et je veux optimiser des process. C'est là où je pense qu'il est assez bon. Alors, il y a deux trucs sur lesquels il est assez bon. C'est il a quand même des profils assez atypiques, c'est assez surprenant. Toi, il a vraiment le mec qui est actuellement XPO. C'est un Libanais qui sort un peu de nulle part, mais qui juste s'est prouvé qu'en étant très talentueux. Okay. Donc je pense qu'à mon avis, il a lui un très bon flair. Et d'ailleurs, il est surtout recrutement, donc je pense qu'il est bon là-dessus. Il a aussi un mec, un ancien de la CIA, qui fait aussi des tests et qui teste les gens. Donc je pense qu'il est assez bon là-dedans pour filtrer. Et après, l'autre truc, c'est que je pense surtout passer la première boîte, il a quand même un passif et il offre de l'equity, toi. Donc il offre des parts d'un boîte. Okay. Donc tu as ce gars-là, putain, il a fait ça 4 fois, où littéralement tu as les mecs qui sont rentrés, il leur a donné, enfin ils sont ressortis avec 10 millions 4 ans plus tard. Il y a un moment, si t'es intéressé par gagner de la thune, tu dis c'est relativement compétitif par rapport à un Google ou autre, quoi. Ouais. Parce que à chaque fois, il semble faire x40 sur la valeur de sa boîte en 4 ans, quoi. Donc je pense qu'il y a deux aspects.
Et aussi, il y a une culture vraiment centrée sur un peu très américaine, sur le fait de gagner, d'être compétitif, d'être à fond, qui je pense attire certaines personnes, voire même plus potentiellement qu'une boîte comme Google qui est juste en plus dans le fait d'être plus relax potentiellement. Et ici des études sur les faits que les boîtes avec des CEO qui ont un QI plus élevé surperforment assez nettement. Ok. Ce qui peut paraître fou parce que tu dis c'est qu'une seule personne, mais apparemment ça fait quand même une différence. Et aussi ce qu'ils recommandent c'est peut-être toujours légèrement sous-staffé. Ce qui est aussi pas un conseil typique. Mais il dit, et je pense que je suis totalement d'accord, il dit que ça donne un sentiment un peu de focus, où tu ne peux pas te permettre de partir à droite à gauche parce que tu dois être focus sur ton boulot. Parce que si tu as un chouïa trop de monde, tu commences à créer des tâches pour ces gens-là. C'est ça. Et après, ou leur trouver des trucs. Tu leur trouves des trucs annexes. Des trucs à faire. Et après, ouais. tu oublies que tu l'as créé pour occuper une personne et tu as l'impression que c'est une tâche que tu dois continuer à faire, que tu dois maintenir pour toujours. Et après, tu dis, mais en fait, ce truc-là, on l'avait ajouté parce que machin, il avait la moitié de son temps, il avait rien à faire. Donc, on s'est dit, autant lui faire quelque chose. Et tu te retrouves avec cette tâche qui finalement n'était pas nécessaire, quoi. Et moi, c'est vraiment un des learnings de cette année. En fait, tu peux réduire ton équipe et l'équipe monte en performance. Donc 95%. Elon Musk. Non, mais remarque, si, dans notre équipe Customer Service, on était 12, je crois. On était 12 il y a 2-3 ans. Maintenant, ils sont 3. Et quel pourcentage de ça, c'est l'IA et quel pourcentage c'est... Zéro IA. Okay. En fait, on travaille exactement de la même façon. Jusqu'avant, en fait, je sais pas ce que tout le monde branle, mais en plus, il y avait plein de travail, tout le monde disait débordé, toi, ça n'a aucun sens. Quand on a regardé un peu, tu voyais que les gens, ils faisaient un ticket par heure, tu vois. Parce qu'il y a pas de... Mais du coup, on se disait aussi, bah attends, cette équipe, elle est aussi grosse, il faut qu'elle fasse d'autres choses, tu vois. Et donc, on était parti pour qu'ils fassent une FAQ, pour qu'ils aussi remontent tous les problèmes de qualité à l'équipe chinoise. Donc, on leur donnait des trucs annexes, qui étaient parfois aussi assez contradictoires en termes de personnalité. Tu vois, quelqu'un de 16 clients, tu veux quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui soit vraiment dans la conciliation et t'évite le conflit. Et d'un côté, on leur demandait d'aller voir l'équipe chinoise et un peu de taper du poing sur la table, de dire, bah, ce problème-là, il faut absolument qu'on le règle. Et de toi, quand l'équipe chinoise dit, c'est compliqué de régler, tu vas insister. Donc en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc maintenant, on a réduit l'équipe à 3 personnes, ils sont très bons, ils sont très focus, et ils font 95% de leur taf, c'est répondre aux tickets clients, quoi. Donc je pense que c'est un vrai truc. Et là, il y a un autre aspect qui peut paraître un peu bidon, mais qui est tout, justement le fait d'être collégial, en gros d'être fun, d'être agréable. Et encore une fois, il parle un peu de vibe, de monter les vibes. Ça peut paraître un bidon, mais je pense que c'est quand même assez essentiel, quoi. En gros, comment tu crées une dynamique où tout le monde se sent bien et vraiment envie de venir au taf. Et pareil, c'est toujours dur à dire parce qu'il parle de NPS. Je crois je crois qu'on parle aussi de NPS quand c'est l'employeur par rapport à l'employeur. Donc le pourcentage de gens qui recommanderait la boîte à un ami, et il avait un des plus hauts aux États-Unis pour une boîte de sa taille. Et ce genre de truc, c'est quand même pas si facile que ça à falsifier, donc j'ai tendance à penser que c'est assez vrai. Et donc à ce niveau-là, il faisait un bon boulot. Et il disait c'est principalement au niveau du recrutement, quoi. Il le voit sur avoir les bonnes personnes et la bonne vibe, ou est-ce que c'est à côté des perks annexes? Parce que beaucoup de gens disent, ok, si on veut avoir une bonne ambiance, on va leur mettre des baby-foot et tout. Non, lui, il est pas... Et il y a des gens qui sont juste... Les gens qui sont bons, on va travailler juste avec d'autres gens qui sont bons, et on va juste te mettre qu'avec des gens qui sont bons, et donc du coup, tu vas être content parce que t'as pas les connards que t'as d'habitude qui te font chier dans les rendez-vous, quoi. Lui, c'est exactement ça. Lui, c'est vraiment, en gros, il faut que, en fait, des gens qui soient à fond, qui soient motivés, et qui soient aussi un peu fun, qui aient un peu cette vibe où on est là pour se donner à fond, qui kiffe résoudre des problèmes, en fait. Notamment, je pense que c'est un énorme truc. Si tu as une personne qui, à chaque fois qu'il y a un problème, elle vient se plaindre que c'est pas possible, pourquoi ça lui arrive à elle, ainsi de suite, ça peut détruire toute une équipe. Donc, il filtre assez fortement là-dessus. Je pense que ça, c'est quand même plus dur en remote, de maintenir ce niveau d'énergie, en fait. Je pense, effectivement, ça doit être... Mais je pense que tu peux faire des trucs autour, quand même. Tu peux... Après, ça dépend du nombre de calls que tu as aussi, en fait. Si t'es pur remote, tu as 0 call et autres. Et si tu as 0 interaction, c'est un peu plus compliqué, autre que écrit. Mais je pense, notamment dès que tu as un peu de l'audio, même des retours, toi, tu fais beaucoup des retours en vidéo, tu peux mettre un peu de fun dedans, toi. Tu peux être un peu plus... Tu mets du fun, ce que je veux dire, c'est que c'est dur de maintenir un truc où genre on doit être ultra intense. Parce que finalement, tu vois, moi je suis là dans mon bureau, je me sens pas très intense, tu vois. Alors que quand t'es tout le monde, l'équipe est là, t'as l'impression que tu peux mettre un coup d'accélérateur, ou même t'es tout seul et t'es en mode, ouais, tu vois, j'avance à un beau rythme et tout, je suis content, mais je sens pas une pression particulière, tu vois. Moi, je ressens beaucoup quand je vais en Chine, parce que quand en Chine, on a nos propres bureaux. Et là, je me pointe à genre 8h du matin, il reste jusqu'à 20h, et t'es à fond, et t'as un truc... Exactement. J'ai même le truc sur les rencontres d'équipe, je me dis, ouais, c'est trop cool, tout le monde est là, mais après, moi, je pense que je le supporterais mal personnellement toute l'année. Je pense que j'aurais trop de mal à trouver de l'espace pour réfléchir et tout. Et c'est aussi, il parle en fait, de faire des journées de travail de 14 heures, toi. Donc c'est aussi ça qu'il a mis en avant, toi.
Ce qui forcément aussi, dès que tu mets ça en termes de recrutement, tu filtres assez rapidement les gens qui sont là-dedans ou pas, quoi. Donc, qui veulent être ultra intenses, Mais gagner beaucoup de thunes rapidement. Mais tous les trucs de recrutement, ce qui me bute, c'est en fait, donc tu veux des gens qui travaillent 14 heures par jour, qui sont super smart, qui kiffent les problèmes, qui sont fun. Tu sais, il n'y en a pas 36 000, toi. Il y a un moment, l'overlap, il est limité, toi. Mais je pense que ça va être le fait d'avoir à chaque fois des succès après succès, où en fait, les gens veulent être dans l'équipe gagnante, quoi. C'est un peu un cercle vertueux au niveau du recrutement. Et aussi toute la partie de deal, je pense, qui est très motivante. Et c'est un kiff comme de faire autant de deals, d'acquisitions. Toi, tu les intègres, tu dois juger. Toi, il y a beaucoup d'adrénaline. Je pense que ça attire beaucoup de gens aussi, cette notion de faire des deals. Il utilise aussi, on en a déjà parlé, mais lui, c'est aussi ce qu'il utilise. C'est en gros, pour savoir en gros si quelqu'un est A-player, B-player ou C-player, c'est si la personne, lui, il donne un scénario très précis. En gros, si quelqu'un vient de voir, hey Stan, essaye pas de me convaincre, j'ai déjà une autre offre de boulot dans notre ville, donc je suis pas là pour négocier une contre-offre. En fait, je veux juste parler de prendre transition et en gros partir de façon responsable et en bon terme. Et en gros, c'est quoi ta réaction par rapport à ça viscérale, tu vois? Et là, il dit que c'est immédiat en fait. Soit tu es en mode limite soulagé, 6 players. Ok. Pour juger la personne, si le mec part, t'imagines qu'il va partir. Et si t'es soulagé, tu te dis en fait, faut le virer. C'est 6 players. Si t'es en gros un peu neutre, bon, ça fait un peu chier, mais c'est pas très grave, t'es B-player. Et si t'es en mode ah putain, non, c'est la merde, c'est A-player, quoi. Et je pense que c'est vrai en fait. Tu peux très facilement classifier comme ça. Et lui, pareil, ça fait bizarre de voir ça écrit noir sur blanc parce que t'as l'impression que c'est un truc un peu violent. Mais lui, en HR, ils ont chaque personne, il y a son nom et A, B, C, toi. Et donc en gros, ici, il dit si c'est toujours un C dans 2 mois, c'est fini. Et B, on donne genre 6 mois, toi. Mais l'idée, c'est d'avoir des A-players partout. Ils définissent A-players comme ça. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que tout le monde est 142 QI, travaille 14 heures par jour. Je pense que ça dépend beaucoup du rôle, toi. Si tu es dans la logistique, si tu es manutentionnaire, tu te pointes à ton boulot, tu le fais correctement. Pour ce boulot-là, tu peux te considérer, je pense, comme un A-player. Un autre truc aussi qui mentionne, et moi, je pense que ça m'a causé pas mal de tort, c'est en gros l'idée qu'il faut... T'es pas obligé pour séparer quelqu'un, t'as pas besoin qu'il fasse une grosse faute professionnelle ou qu'il soit malhonnête ou qu'il y ait un truc vraiment très grave en fait. Non, juste que la personne performe pas au niveau attendu, c'est suffisant pour justifier de se séparer de quelqu'un. Et moi maintenant, la logique que j'essaie d'utiliser, c'est un peu l'équipe de foot. Toi, imagine, tu recrutes Jean-Pierre, super sympa toi. Il travaille dur, il s'entraîne tous les jours, super coéquipier, bonne ambiance, impeccable. Mais le mec, il est attaquant, il marque 2 buts en une saison, tu vois. Il y a un moment, peu importe, tu dis bon bah désolé Jean-Pierre, c'est rien contre toi, mais t'es attaquant. Il faut que tu marques des buts, toi. Et si tu marques pas de but, ça va pas fonctionner, toi. Donc avoir cet aspect un peu logique et rationnel en termes d'attente par rapport aux gens. Et le dernier truc qu'il mentionne, lui, ce qu'il fait, et je pense qu'il le fait pour 2 raisons. Une, c'est pour attirer les bonnes personnes. Et 2, parce que ça crée les bonnes incentives. C'est qu'il met un salaire de base qui est assez standard, qui est pas au-dessus de l'industrie, toi, qui est standard. Et par contre, il met beaucoup sur les incentives. Donc, soit pour les execs, c'est en equity, et pour tout le monde, c'est des profit share. Et lui, ce qu'il explique, c'est déjà, du coup, tu évites les gens qui, en gros, sont pas trop confiance en eux et pensent pas être très bons et préfèrent avoir une grosse base pay. Et aussi, et forcément, tu as des gens qui vont être plus motivés pour... toi, les incentives, ça compte. Comment on dirait en français, incentives? Les intérêts c'est un bonus. Les bonus, mais donc, intéressement, c'est ça. Intéressement à la performance. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai appris avec ce bouquin. Très bon bouquin en plus, qui n'est pas très long, je pense qu'il prend 2 heures à lire. Tu aurais pu le dire, mais bon, on va pas revenir dessus. Mais... J'ai passé 45 minutes. J'ai passé 45 minutes. Tu étais à la moitié. Mais moi, je le recommande du coup. Avec la pire description sur Amazon, j'étais tombé dessus avant que tu m'en parles, et la description, c'est genre voici comment turbocharger. Il y a le mot turbocharge, mec. Turbocharger votre succès personnel. Livre de dev perso. Livre de dev perso à con. Donc voilà. Après, c'est vrai que quand tu le lis, tu tombes sur des éléments. Le pré-chapitre est assez inattendu, mais je vais continuer à le lire et je pourrais confirmer. Par contre, ce qui est fou, c'est que tu as des interviews de lui. Alors déjà, il y a 2 trucs intéressants. Un, c'est ce qui me fascine dans ce genre de truc, c'est que tu vas trouver des interviews où le mec il fait 50 vues. Et toi, ça me fait toujours délirer que t'as le mec random dropshipper, tu sais pas trop ce qu'il a fait. Il fait genre 200 000 vues. Et t'as le mec, il a créé 7 boîtes à plus d'1 milliard, il fait 50 vues. Toi, j'ai toujours. Les gens veulent être. Sur les interviews, les gens cliquent beaucoup sur les gens qu'ils connaissent déjà. Ça aussi, je pense. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais genre sur MFM, My First Million, un podcast qu'on écoute bien, quand ils ont une personne, il est même pas mentionné dans le titre.
Ok. Sauf si c'est vraiment une personne connue, tu vois. Genre, si Ali Abdaal, ils vont le mentionner, mais Donc, la ça, plupart du ça- temps, il dit ouais. ok, ce CEO à 100 millions a des nouvelles idées sur l'IA et tout. Il mentionne même pas le Bon, nom désolé, du mec. Brad Jacobs, on te citera pas Ouais. du coup dans Ce la qui est petite assez vidéo, violent quoi. en fait, parce que moi, tu vois, je fais un podcast avec pas mal d'interviews. Et t'as envie quand même de citer le nom de la personne dans ton titre pour même si c'est un titre un peu interne, tu veux citer le nom de la personne. Mais en fait, ça gâche des caractères. Et eux, ils sont en mode juste, je vais te résumer à un truc. Récemment, ils avaient une VC qui venait parler d'IA et c'est genre 10 idées d'IA avec la reine de l'IA, mais en fait, comme son nom, il va pas attirer du clic, ils en parlent même pas. Et je pense que c'est la bonne manière de pitcher une interview. Genre pour lui, en fait, il faudrait mettre ce mec a créé cette boîte à plus d'1 milliard. Tu fais comme Diary of the CEO, l'expert de l'IA, l'expert de la sexualité, l'expert de la dopamine, l'expert, tout le monde est un expert, tu sais pas pourquoi. L'expert des milliards nous dit comment faire des milliards. C'est ça. Non, et je pense que voilà. Et si tu dis écoutez ce mec parler, les gens ils sont en vrai je le connais pas, juste écouter des gens que je connais déjà. Mais l'autre truc aussi, c'est que je m'attendais quand même à un mec assez charismatique, tu vois. Je me disais que toutes ces histoires d'univers, et en plus il a fait beaucoup de deals, il est dans une boîte, tu vois. Et en plus il parle aussi beaucoup de comment faire des bons meetings. Et pas incroyable, toi. Il est pas transcendant, t'es pas scotché à ce qu'il dit. Je trouve ça toujours assez surprenant à quel point. Je pense être bon professionnellement, c'est encore très différent de justement créer du contenu qui retient les gens, quoi. D'ailleurs, son livre, effectivement, n'a pas beaucoup d'évaluation sur Amazon. Ça a l'air, non, il n'a pas explosé. Ça n'a pas l'air il n'a pas explosé. explosif. Je voulais avoir ton retour sur une vidéo qui s'appelle « Pourquoi le make money fait déprimer notre génération » de Benjamin Légier. Je résume rapidement la vidéo pour les gens qui nous écoutent, qui ne l'ont pas vu. Donc, c'est un gars, il a l'air assez jeune, il a un peu ce parcours classique, genre j'ai 18 ans, je fais mon agence, voilà comment trouver des clients en tant qu'agence, etc. Donc il fait un business model qui est assez populaire. C'est un peu, soit tu fais une agence de social media, soit tu fais du dropshipping, quoi, un peu dans ces jeunes. Mais il dit qu'il reçoit beaucoup de messages de jeunes qui sont dans la détresse, qui sont dans la dépression. Finalement, tu vois, ils ont des parents, ils font des études, des machins, mais ils sont déprimés parce qu'ils sont pas millionnaires à 18 ans. Ça, par contre, c'est fou à quel point l'audio, ça a totalement changé, toi. À l'époque, Make Money Online, c'était plutôt target sur, en gros, le mec de 25-30 ans qui a déjà un boulot et qui aime pas son boulot, qui vont se barrer, toi. Ouais. Maintenant, ça a tellement switch, j'ai l'impression, vers une audience beaucoup, beaucoup plus jeune. Parce qu'il y a zéro chance que quand on avait genre cet âge-là, genre 15, 16, 17, 18 ans, on aurait entendu parler de ça, quoi. Ouais, jamais, ça n'existait pas, toi. Ouais, ça n'existait pas. Donc lui, c'est 3 arguments qui font que ces jeunes sont déprimés. Il y a trop de focus sur le développement personnel, s'améliorer soi, et du coup, il faut se couper de tout ton environnement qui n'est pas... toutes les personnes toxiques, toutes les personnes toxiques négatives, qui t'aident qui pas. veulent pas te voir réussir. Il y a l'influence des gourous de la formation qui vous dit ok, coupez-vous de toute autre information, regardez que moi, etc. En gros, c'est un peu son argument. Et il fait du coup, ces gens-là, ils sont un peu tout seuls dans leur coin, ils parlent plus à personne, ils font plus rien, ils veulent juste bosser. Mais en même temps, leur truc, il marche pas trop, donc ils se sentent un peu comme des losers puisqu'ils n'ont pas une Lamborghini à Dubaï, quoi. Et après, il a toute une partie sur les entrepreneurs plus avancés et il dit eux aussi ils sont dépressifs parce qu'ils ont réussi, mais ils ont perdu le sens de la vie, ils pensent qu'à travailler et à se comparer sur les chiffres. Et forcément, il y a toujours quelqu'un qui fait des plus gros chiffres que toi, donc tu seras jamais le plus gros. Et donc, du coup, ils se sentent aussi mal. Et ses solutions, c'est pour les jeunes, miser sur le développement collectif, être avec les gens, maintenir tes relations avec tes proches, faire des activités sociales et interagir avec les autres, c'est là que tu apprends le plus. Et pour les entrepreneurs confirmés, apprendre qu'il y a plus que l'argent et trouver le sens de la vie et tout. Mais c'est une vidéo qui intéressante et qui a popé sur sa chaîne. Il a une toute petite chaîne, ces vidéos font quelques centaines de vues et celle-là a fait déjà 10 000 vues. Et dans les commentaires, les gens disent ouais, j'ai trop vécu ça. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait une résonance forte à ce niveau-là. Et je trouvais intéressant la manière dont c'est un peu l'impact négatif du make money sur les jeunes et tout. Et je voulais rebondir dessus parce que lui, il le parle. Responsable, ça, tu te rends responsable. On se sent un peu responsable parce que c'est un peu nous les influenceurs make money numéro 1 en France. Voilà. 1450 abonnés. Exactement. Et non, mais parce qu'on est un peu. Tu vois, là, il parle à des gens qui ont entre 16 et 20 ans en fait. Nous, on est littéralement des darons en fait pour cette génération. Tu vois, on a des enfants, on était là il y a 10 ans, on a fait tout le parcours. Mais on a vécu ça aussi dans le business en ligne. On est vraiment dans la tranche de personnes qui ont vécu leur vie dans le business en ligne, qui comprennent ce que c'est que le business en ligne, mais en même temps qui ont traversé cette phase de doute et tout. Tu te dis, est-ce que je vais réussir et je vais devenir riche ou est-ce que je vais devenir clochard, tu vois? Est-ce que tout ce truc-là que je suis en train de chasser, c'est un mirage qui va jamais se manifester? Donc lui, il pointe le doigt sur la solitude, sur le fait qu'on dit coupe toutes les autres sources d'informations que le truc de business en ligne. Tu penses pas, ça me fait penser qu'en fait, il y a une énorme différence auquel je viens de penser. C'est qu'à l'époque, tu disais je gagne 500 € sur Internet, t'étais incroyable, toi. Exactement. Tout le monde disait putain, c'est incroyable. Exactement. Maintenant, tu dis 500 € sur Internet, tu fais quoi? Tu perds ton temps. Et effectivement, entre le moment où on a commencé, je pense, à travailler sur Internet et qu'on a gagné un salaire après potable,
Moi, je pense qu'il y a eu environ 3 ans au final, tu vois. Et du coup, si j'étais bombardé pendant 3 ans de messages que toi, tu es censé gagner 10 000 euros par mois en 3 semaines, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Exactement. Et ça, je pense que c'est le point le plus fort et le plus important. C'est ce que j'appelle les stéroïdes du business en ligne, en fait. Parce que récemment, après le podcast avec Mehdi, je me suis intéressé un peu plus à la muscu. Et du coup, il y a vraiment du contenu incroyable sur la muscu sur YouTube. Et beaucoup de gens sont obsédés par cette question des stéroïdes, en fait. Qui est sur stéroïdes, qui est pas sur stéroïdes? Est-ce que les stéroïdes, c'est bien, c'est pas bien? Est-ce qu'il faut que j'en prenne et tout? Il y a beaucoup de vidéos. Enfin, les stéroïdes, dans le milieu un peu marketing, tu fais une vidéo sur une arnaque, automatiquement, ça fait des vues. Dans le milieu de la musculation, c'est un peu les vidéos sur les stéroïdes. Directement, tout le monde veut avoir parce que c'est très sulfureux. T'as le mec Greg Doucet qui a fait toute sa chaîne YouTube autour de ça. Ouais. Quoi. Ouais. Qui a une chaîne de drama de qui a fait des stéroïdes ou pas. Toi, tu fais des stéroïdes, il faut que tu arrêtes d'en prendre. Enfin, je pense qu'il y a une position en France pour faire ça. Il y aurait un mec qui se positionne un peu comme le Derek au Simon Play Moderates, qui est juste un expert de est-ce que les gens prennent des stéroïdes ou pas. Toi. Ouais. Je pense que ce serait assez facile. Ouais. Et beaucoup du débat autour des stéroïdes, c'est les gens qui prennent des stéroïdes et qui donnent des illusions de ce que tu peux accomplir naturellement, en fait, qui progressent très rapidement. Et apparemment, beaucoup chez les jeunes, tu vois, il y a des mecs qui ont 18-19 ans et qui ont fait une transformation en 1 an et demi. Et ils sont là sur TikTok et tout le monde essaye de faire la même chose, mais en fait, ils se rendent pas compte que les mecs, ils sont piqués de ouf, quoi. Et ça leur donne des attentes totalement irréalistes pour les gens qui veulent un peu se mettre au sport et de ce que tu peux accomplir. Et je pense que dans le business en ligne, il y a vraiment ce truc de quand le mec il dit si je vais pas millionnaire à 18 ans, j'ai raté ma vie, là, c'est totalement irréaliste parce que c'est rarissime qu'une personne a réussi. Il y en a quelques-uns, enfin, on parlait de Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, il est super jeune, il a genre 24 ans, tu vois, mais il y a des anomalies. Même lui, il a commencé à 14 ans, quoi. Il a commencé à 14 ans. Mais il y a des anomalies, tu vois, qui arrivent, des gens qui ont réussi très rapidement, etc. Mais en fait, c'est pas du tout une attente réaliste. Pour moi, si tu démarres à 20 ans, donc déjà, tu démarres jeune. Moi, je démarrais après ça. Tu démarres à 20 ans. À mon avis, tu galères pendant 3 ans, jusqu'à 23 ans. À 23 ans, tu gagnes un peu un salaire auquel tu commences à vivre. À 26 ans, tu commences à dire putain, je gagne bien et tout, je gagne plus que mes 2 parents rassemblés et tout. Et peut-être tu es millionnaire à 29, tu vois. Ça te prend 9 ans. Mais si les gens sont en mode ok, au bout d'1 an et demi, je suis nulle part, au bout d'1 an et demi, tu es censé être nulle part en fait. Notamment parce que tu perds toujours du temps au départ à suivre des raccourcis à la con. C'est-à-dire, ok, je vais faire du dropshipping comme tout le monde me dit. Mais en fait, le dropshipping, tu vois, le dropshipping que tu vas faire toi en jour 1, ça va être du dropshipping de merde que 1 milliard d'autres personnes font. Ça va te prendre du temps de comprendre le dropshipping, est-ce qu'il y a des niches sur lesquelles je peux me positionner, des machins, de développer des compétences. Tu as 2 archétypes, tu as le dropshipper et tu as aussi le freelancer qui met des taux horaires pas possibles, toi. Ouais. En disant parce que j'ai entendu, tout le monde me dit, il faut monter les prix, Ok, mais tu n'as pas de client. Donc au début, tu n'as pas de client, peu importe, s'il faut... Tu gagnes 5 euros de l'heure, tu gagnes 5 euros de l'heure, toi. Mais même si tu es freelance, tu vois, tu regardes un gars tu vois, un mec qui a 26 ans, qui est freelance, qui tourne bien, souvent il a une niche, tu vois. Il travaille avec les startups et il aide à optimiser leur landing page et il prend un retainer de 5000 balles, il a 3 clients, il est bon, etc. Il est bon, il est reconnu. Mais pour développer cette compétence numéro 1, ça prend du temps. Et tu vas travailler avec des clients de merde au départ. Et deuxièmement, juste pour comprendre quelle est la niche et pourquoi les gens ils vont payer et tout, au départ, tu es en mode ouais, du coup, je vais faire tes clips pour ton podcast ou un truc comme ça, tu vois, qui peut être un bon truc, mais en fait, c'est un truc évident parce que c'est aussi un truc sur les copywriters, par exemple. Au départ, ils sont un peu en mode ouais, je vais travailler pour les gens qui parlent de business en ligne parce que c'est eux le contenu qu'ils suivent. Mais c'est pas forcément les meilleures personnes pour qui travailler, en fait. Tu vas trouver des niches où les gens vont payer plus pour du copywriting, mais il y a moins de gens qui y pensent parce qu'il faut les trouver, en fait, ces niches. Elles sont pas sur la surface. Et je pense que pour ces différentes raisons, si soit tu tombes sur un bon produit, etc., tu peux effectivement réussir en quelques années, mais dans la plupart des cas, ça va prendre du temps. Et les gens s'attendent plus à ça. Et nous, effectivement, à une époque, quand tu gagnais genre 1000 euros sur Internet, tu dis j'ai craqué la matrice, mec, j'ai tout compris et tout. L'adrénaline, c'est incroyable. T'as l'impression que t'as trouvé un secret que personne connaît. Et aujourd'hui, tout le monde connaît. Et en fait, tout le monde est blasé parce que tout le monde regarde des mecs sous stéroïdes qui te disent qu'ils font 100 000 euros par mois. Et donc, du coup, tu dis ah ouais, même si j'ai fait 1000 euros, en fait, je suis une merde, tu vois. Alors, en fait, maintenant, mec, t'as fait 1000 euros au bout d'1 an et demi sur Internet. C'est pas mal. Continue à faire, creuse. Dans 1 an, tu feras 3005 et tu peux vivre de ton truc. Maintenant que t'es full time, creuse ton truc et dans 3 ans de plus, tu feras 20 000. Tu vois. Grosso modo, c'est ça. Mais les attentes sont réalistes et du coup forcément ça crée une dépression parce que j'ai l'impression que quoi que tu fasses t'es une merde, quoi. C'est un peu comme si tu t'attendais vraiment, tu vois, en musculation au bout de 3 mois avoir des résultats incroyables, tu vas te déprimer parce qu'au bout de 3 mois tu auras. Et c'est encore pire parce qu'il y a un gros pourcentage qui pense aussi qu'il faut être infopreneur et donc qui se met en avant et du coup après ensuite il faut souvent maintenir les apparences aussi, quoi. Donc tu as aussi cet aspect là vu que ce qui est exposé, forcément les infopreneurs on les voit beaucoup plus parce qu'ils ont un truc à te vendre directement. Et du coup, je pense que tu as un pourcentage de gens qui se lancent en infoprenariat qui est démesuré par rapport à la taille que ça représente en termes de business. Ouais. Alors, l'infoprenariat, c'est un peu...
j'ai une vidéo là-dessus qui devrait sortir, je crois, le mois prochain. C'est un peu la même chose que genre la musique ou l'écriture, en fait. C'est un truc où tu n'as pas beaucoup de coûts, où si ça cartonne, tu vas imprimer du cash assez facilement, en fait. Mais du coup, ce que ça fait, c'est que beaucoup de gens tentent leur chance, beaucoup plus que de gens qui peuvent réussir, parce qu'en plus, il y a un truc où c'est un peu comme les auteurs, tu vois. Et on ne les voit pas aussi, en fait. Il y a un effet de levier ils sortent pas sur ton feed YouTube, donc tu vois pas tous ceux qui font 14 vues, en fait, tu les vois pas forcément, quoi. Mais du coup, forcément, il y a plus de gens qui vont se lancer, et il y a un effet de plus t'es gros, plus tu deviens gros, donc il y a un effet de winner take all, pas totalement all, tu vois, mais plus tu grossis, quoi, sur ces éléments-là. Ce qui fait qu'il va toujours avoir plus de gens qui se lancent, et l'autre élément, en fait, c'est que si tu veux, genre, devenir un peu infopreneur, make money, il faut comprendre que c'est une des niches les plus concurrentielles. En fait, c'est que du marketing. Donc, c'est que les mecs qui sont les meilleurs en marketing et qui ont vraiment maîtrisé cette compétence, bah, souvent, ils l'ont maîtrisé ailleurs, en fait. La plupart des gens ont commencé ailleurs, ont trouvé un autre moyen de faire de l'argent au départ, ont maîtrisé leurs compétences marketing et se sont dit, OK, je vais aller taper cette niche du make money. Mais c'est vrai que si tu démarres là, simplement, tu n'as pas les compétences. Et comme tu te fais pitié, tu vois, c'est comme si j'arrive dans un match de foot en Ligue 1, je vais rien faire, tu vois, je vais même pas toucher le ballon. Donc en fait, je vais pas vraiment progresser non plus en foot en jouant avec eux. Tu vois, il aurait mieux valu trouver un truc peut-être moins sexy, avec moins de. Honnêtement, je pense que freelance, ça reste assez incroyable. Parce que freelance, si tu travailles dur et que tu deviens compétent à un truc, tu peux gagner ta vie. Honnêtement, si t'es sérieux, c'est faisable, quoi. C'est pas garanti, mais c'est aussi proche de garantie que tu peux, tu vois. Alors que même dropshipping, c'est plus compliqué, dropshipping, toi. Faut investir de l'argent, faut quand même trouver le truc. C'est quand même plus difficile. Dropshipping, c'est dur parce que c'est difficile de construire un moat en dropshipping, en fait. Le truc, c'est qu'ils sont tous sur des AdSpy et dès qu'il y a un produit qui pop, tout le monde le voit, tout le monde le copie. Tu vois, c'est difficile de développer. Alors qu'en freelance, si tu as une réputation, tu vois, une personne peut pas venir demain et se dire, OK, moi, je suis le freelance. Ouais, mais lui, il a travaillé avec le mec que je connais, il a eu des bons résultats, donc forcément, ils veulent venir sur toi. Tu vois. Pour moi, le freelance, il peut construire une vraie valeur. Le dropshipper, c'est plus dur. Alors, c'est possible de développer une vraie expertise en dropshipping. Moi, je connais quelques personnes qui l'ont fait et qui ont une vraie expertise, qui ont des méthodes marketing, qui ont un truc réplicable, qui ont une équipe, etc. et qui ont un avantage là-dessus. Mais c'est assez difficile en partant de zéro d'être là-dessus. Parce que le dropshipping, c'est un truc, on en parle. C'était aussi une trend quand nous, on a commencé, quoi. Honnêtement, faire des Facebook Ads rentables, c'est difficile, en fait. C'est vraiment plus compliqué qu'on pense, je pense. Non, c'est carrément dur. Donc, voilà. L'autre élément sur lequel il discutait, pour le coup, j'étais pas totalement aligné avec lui, il dit... Donc, on te dit de couper les personnes toxiques, d'éliminer les news. Et la solution, c'est de passer plus de temps avec tes proches, tes amis normaux. Je pense que c'est un bon conseil de bonheur de passer plus de temps avec tes proches, tes amis un peu normaux et tout. Mais je pense que si tu veux réussir dans le business en ligne, c'est pas un très bon conseil de succès, en fait. C'est un bon conseil de bonheur et pas un bon conseil de succès. Parce que tu as ce truc, tu as cette gravité de la normalité qui est extrêmement forte. Et parfois, tu as besoin de faire un move assez extrême pour t'en couper. Par contre, évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois couper tout le monde et parler à personne. Ça veut dire qu'il faut que tu essayes de trouver en fait quelle est cette communauté d'entrepreneurs qui va toi te driver. Et lui, ce qu'il mentionne aussi, c'est éviter de juger négativement les gens, toi. Genre, ils ont bien compris, c'est les esclaves, rat race et autres. Non, en fait, c'est des gens comme toi. Et c'est pas de. C'est vrai que tu peux pas penser que tu es supérieur parce que tu as compris un truc alors qu'en fait, tu n'as rien fait. Tu vois. Surtout parce que ça va te dire de pire en pire. Tu vois, si en plus, tu as réussi dans le business, que tu vas mépriser tous les gens qui sont pas entrepreneurs. Même après, tu fais des choses, tu vois, en fait, chacun vit sa vie comme il l'entend. Et en fait, d'une certaine façon, le bonheur, c'est un grand égaliseur. En fait, tu sais pas si quelqu'un est heureux, t'en sais rien. Et je pense, en fait, tu vois, moi, ce qui m'a vraiment aidé au départ, parce que moi, au départ, j'étais un peu le mec tout seul dans sa chambre qui essaye de comprendre le business en ligne et qui comprend rien, et qui sait pas ce qu'il fait, quoi. Et pour moi, j'avais vraiment ce rêve de dire je vais aller au Vietnam. Au Vietnam, il y a un groupe d'entrepreneurs et ça va être génial, j'aurai réussi et tout. Il y avait deux trucs sur le Vietnam. C'est numéro 1, tu allais être accepté dans un groupe. Donc c'est différent parce qu'à Paris, tu es un entrepreneur, tu vois, de petit niveau et tout. Les gens ne veulent pas trop te parler parce que tu es petit et tu vois, tu es un wannabe parmi d'autres wannabes. Ils n'ont pas moyen de te différencier des autres wannabes. Alors que tu débarques au Vietnam, bah, tout d'un coup, tu as fait cette démarche et tu n'es plus juste un wannabe, tu fais partie de la communauté et tout le monde a une bonne énergie et tout le monde a bien monté. L'autre élément qui était par rapport à Dubaï, c'est que le Vietnam, c'était pas cher, quoi. Donc c'était vraiment un rêve qui était accessible. Et tu peux dire, je peux gagner ma liberté, être au Vietnam pour 2000 € par mois ou moins, c'était à portée de main, en fait. Alors que si maintenant ton rêve, c'est de dire, pour réussir, il faut que je sois à Dubaï, je sais pas combien ça coûte, Dubaï, tu vois, je suis pas allé, mais j'ai l'impression que le coût de la vie doit être vachement élevé. Plus le niveau de vie, tu vois, standard de toutes les personnes qui sont là qu'on te montre, et tu dis, ouais, j'en suis tellement loin, quoi. Donc le rêve, il est totalement hors de portée, et du coup, tu peux pas accéder, tu as coupé tout ton cercle autour de toi, tu peux pas accéder au cercle de Dubaï parce que t'es pas au niveau de succès, et il n'y a pas de truc entre les deux qui te permet de faire cette échelle, quoi. Et ça, je pense que c'est un énorme élément qui manque aux gens, et c'est pas forcément géographique, en fait. Et je me demande si moi, je pourrais pas faire plus à ce niveau-là, de faire en fait un truc où les gens qui regardent ma chaîne, ils peuvent faire un meet-up et juste tu peux retrouver les gens dans ta ville qui sont intéressés par le business en ligne et finalement te construire un groupe de personnes qui sont intéressées par ces éléments-là qui te permet de ne pas être isolé socialement
tout en créant un autre centre et de en te gravité. sentant un peu comme winner en fait. En fait, tu te sentais positivement par rapport à tes résultats, toi. Ouais. Parce que moi, j'étais en train de rechercher parce que je tiens des comptes depuis très longtemps. Et les bénéfices, genre en 2014, et je tournais environ entre 300 et 400 euros par mois, tu vois. En moyenne en 2014. Après quoi, c'était ta première année ou ta deuxième année? Non, là où j'ai commencé un peu à faire des trucs, c'était encore mes études, c'était peut-être 2011-2012, tu vois. Ok. Donc c'était 2-3 ans après. Ouais. Bon, j'avais mes études en même temps, mais bon, je foutais pas grand-chose, pour être honnête. Ok. 2014, en fait, c'est en 2015, je crois que j'ai fait mon premier mois 2000 euros de profit. Et en 2014, c'était quoi ton business? Alors, Les blogs, le dropshipping, c'est ça? il y avait, je travaillais en freelance pour un site qui s'appelait Egg One, un truc de coaching vidéo. Ok. Et il me payait 150 euros par mois pour 20 heures de travail par semaine. C'est quand même un peu un sketch quand tu penses maintenant. Mais par contre, c'est là où je pense que c'est intéressant, c'est que c'était incroyable parce qu'en fait, en gros, c'est un site qui gagnait pas vraiment de l'argent. Coaching vidéo, tu dis c'est très bien, mais en fait, personne ne veut dépenser de l'argent là-dedans. Ouais. Alors pourtant, c'est des mecs super smart qui l'ont fait autre, mais ça donnait pas grand-chose. Mais par contre, il m'avait donné libre arbitre. Enfin, je pouvais faire tout ce que je voulais sur le site, toi. Donc j'ai tout testé. J'ai testé newsletter, j'ai testé paid ads, j'ai fait du SEO, j'ai fait de l'affiliation. Et donc, par contre, en termes d'acquisition de compétences, c'est incroyable. Et aussi, ça m'a donné une leçon assez importante. Encore une fois, les fondateurs, c'était des gens excellents. Tu vois, ils sortent d'HEC, tous brillants. Ok. Et pourtant, ce business qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner, tu vois. Ouais. Et ça m'a aussi fait comprendre qu'en fait, il n'y a pas une corrélation directe entre ton effort et la récompense, tu vois. C'est quand tu pars sur un business de merde, tu vas aller contre-courant, tu vois. Ouais. Et je sentais vraiment avec ce business que j'allais contre-courant, tu vois. Tu vendais, en gros, les coachings, c'était genre à 10 euros. Le site gagnait genre 1 euro. La lifetime value d'un client, c'était genre 3 euros. Comment tu travailles avec ça, tu vois, tu galères de fou, quoi. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Mais encore une fois, en gagnant 400, 500, 600 et en bougeant aux Philippines, t'as l'impression, ok, j'ai trouvé, toi c'était le Vietnam, j'ai trouvé le truc, quoi. J'ai trouvé le hack. Je payais genre 500 euros de loyer en Angleterre pour une chambre avec 9 colocs. Et là, maintenant, je suis aux Philippines, j'ai mon propre one bedroom avec piscine et je paye 250 euros par mois, quoi. Et maintenant, t'as moins ça, toi. Maintenant, c'est plus assez, en fait. Ouais. C'est plus le rêve en fait. C'est plus ça le le rêve. Et pour nous, c'était vraiment le rêve. C'était, tu peux être indépendant, avoir ton petit truc, partir au bout du monde, et finalement, t'avais l'impression d'avoir réussi. Mm-hmm. Et après, peut-être que plus tard, on s'est rendu compte, ah ouais, mais en fait, tu peux faire vachement plus d'argent et construire un peu une richesse. C'est presque pour le par futur. accident, toi. Ouais. Moi, j'ai encore pareil les trucs où je mettais mes objectifs, toi, à long terme et autres. Et c'est assez marrant de les voir, toi. Genre, je crois que c'était quand, justement, en 2014, j'avais écrit un truc que je voulais à 30 ans gagner 2000 euros par mois, toi. Ouais. C'était mon objectif en disant, putain, c'est incroyable, 2000 euros, je mets 500 euros par mois de côté, toi. T'as même pas le même. Ouais, je pense que c'est intéressant. La comparaison était totalement différente à l'époque, quoi. Voilà. Donc, le dernier point moi, que j'ai noté, c'est j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème d'ego et tout. Et je me dis, en fait, ces gens ont besoin de méditation. Moi, j'ai commencé la méditation vraiment très tôt, juste avant de faire le business en ligne. En fait, j'avais fait la méditation. En gros, j'ai fait séduction, dev perso, méditation. Et c'est comme ça que je suis arrivé au business. Tu vois, j'en suis arrivé par ce chemin. Ce qui fait que je pratiquais directement ça. Et je pense que ça aide dans les périodes où tu te dis, je bosse dur pour aucun résultat, en fait. Et le but de la méditation, même si tu regardes un peu les textes anciens, le bouddhisme et tout, ou des trucs hindouistes, c'est te détacher de ton ego. Et ici, l'ego, c'est les chiffres, les possessions, les machins. En fait, te détacher un peu de tes résultats. Tu vas être capable de faire les trucs. Sur l'action, la bonne action, quoi. Ouais, la bonne action, sans te dire, ouais, mais en fait, je suis une merde parce que je gagne pas assez d'argent, quoi. Et en fait, tu crois que les gens te jugent et regardent ce que tu as comme possession. En fait, les gens, ils s'en foutent un peu de ce que tu fais. Mais toi, tu crois que les gens te jugent et donc, du coup, ça te paralyse. En fait, les gens disent, je pense que c'est beaucoup, si tu juges les gens là-dessus, tu vas te sentir jugé là-dessus, toi. Ouais. Il y a un peu ce truc-là, je pense, qui est un facteur. Et si tu te dis, ouais, mais je vais méditer, donc du coup, ça va diminuer. Tu vois, j'ai diminué mon attachement à mon ego, à mes possessions et machin, ça va diminuer ma motivation. C'est vrai que ça va potentiellement diminuer ta motivation, mais ça va aussi diminuer ta résistance à l'action. En fait. Les gens qui ont vraiment cet attachement au truc, c'est pas qu'ils peuvent bosser toute la journée, en fait, c'est qu'ils sont en guerre, ils ont une énorme motivation et ils ont une grosse résistance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une peur de l'échec. Ils ont simplement une résistance à l'effort, à la douleur, etc. Tu vois. Souvent, ce truc d'être attaché aux bonnes émotions, ça veut aussi dire que tu repousses les mauvaises émotions. Pour ça, c'est de la méditation de base. Tu vois, tu veux accepter tout ce qui arrive. Et donc, du coup, tu refuses cet effort. En même temps, tu te dis, ouais, mais je suis une merde parce que je fais pas d'effort. Et tu as deux forces très fortes qui sont l'une contre l'autre. Finalement, de temps en temps, il y en a une qui gagne et tu fais un effort. De temps en temps, tu as l'autre qui gagne et tu procrastines. Mais tu perds énormément d'énergie à ce niveau-là, en fait. Et tu es beaucoup plus serein si tu diminues le truc, tu diminues l'attachement. Tu comprends que les chiffres que tu fais dans ton business, c'est pas un jugement sur qui tu es en tant que personne, c'est juste des résultats que tu peux avoir. Il y a une part de chance, il y a une part de compétence, il y a une part de génétique, il y a une part de tout, mais que ça te définit pas en tant que personne. Tu vois. Tout comme si tu faisais de la muscu,
ton corps, il te définit pas en tant que personne. Et si tu es trop attaché à ton corps, bah, dès qu'il y a un truc où tu te dis ah non, mais lui, il est un peu plus fort que moi là-dessus, ou là, je vieillis ou quoi. Et c'est connu, tu vois, les gens qui commencent à vieillir, qui sont super attachés à leur beauté et tout, c'est vachement dur pour eux. Alors que si tu cultives un certain détachement par rapport à ça, tu es vachement plus libre dans tes actions. Et tu peux potentiellement être plus flexible, tu vois, être plus innovant sur ce que tu fais. Tu t'avais noté qu'aux US, il y a plus de dépression chez les entrepreneurs, statistiquement. Ah, parce que du coup, cette vidéo, tu peux dire, bah, ça sort d'où, toi? Ça se trouve, il y a autant de... Toi, c'est rien à voir, mais... Et je sais pas le cas, comment c'est pour les jeunes, et je pense que c'est encore pire, parce que quand t'es jeune, t'es encore moins capable de peut-être résister à ça. Ouais. Mais aux US, les stats, c'est qu'il y a 2 fois plus de dépression chez les entrepreneurs que la population générale, ce qui a une grosse... Et c'est pareil pour tout ce qui est anxiété. Et DSJ, je pense que c'est des taux similaires aussi, donc en fait, pas mal de problèmes mentaux. Et tu penses que l'entrepreneuriat cause la dépression? Ou est-ce que... Ou les gens qui sont un peu pas trop bien dans la société, c'est eux qui vont aller chercher à être entrepreneurs et faire cet effort, quoi. Moi, j'avais l'impression, quand j'ai débuté, que j'avais du mal à fonctionner dans un système de salariat normal. Je pense qu'il y a un peu les deux. Ouais, je pense qu'il y a un peu les deux. Donc, c'est dur de savoir lequel est le plus important, mais je pense que c'est un peu les deux. Ouais. Mais il y a des raisons aussi un peu rationnelles, toi. Je pense que finalement, tu es quand même confronté à plus de stress. Et on revient un peu à ce que disait Brad Jacobs, le milliardaire sans charisme, là, c'est que... pourquoi je suis méchant comme ça? T'as la bienveillance gratuite. Pourquoi je suis comme ça, quoi? Il a écrit un super bouquin, il a donné des super conseils. Et il va pas venir sur notre podcast. C'est mal, ça. C'est pas bon. Mais du coup, en gros, adopter la bonne attitude par rapport au problème, et je pense quasiment tout entrepreneur, et je pense même les gens de façon générale, t'as un peu switch qui se fait progressivement. Et je dirais que t'as un peu... Généralement, moi, ce qui m'est arrivé, c'est un moment où t'as trop de problèmes. Tu dis, en fait, si je garde la même attitude par rapport au problème, je vais faire un burn-out. Ouais. Si chaque problème, il te met en état de stress et t'es anxieux et tu cours vers... Enfin, ça devient le bordel. Et je pense que t'as un peu 3 niveaux de réaction par rapport au problème. Le premier, c'est en gros te planquer ou l'ignorer. Ouais. Ou voir te mentir à toi-même, toi. Ou en fait, tu veux pas le gérer. Tu l'ignores. Ça, c'est le pire, potentiellement. Le second, qui est, je pense, est le plus traite parce qu'il fonctionne assez bien, c'est en gros de bourriner dessus, quoi. T'as un problème et tu surréagis, toi. Ça te fait monter ta cortisol. Tu vas pas dormir jusqu'à ce que tu résolves le problème. Et le problème, c'est que tu peux être assez vite récompensé pour ça, tu vois. Moi, j'ai pas mal de trucs en tête, de problèmes opérationnels qu'on a eu sur Amazon au début 2015-2016. 2017, 18, 18, même un peu plus tard. 2019, 2020 ce matin. Ce matin, je me sens bien. Ce matin, j'ai compris. Maintenant, c'est bon, je suis un nouvel homme, quoi. Mais vraiment, toi, je suis stressé dessus. En fait, ça fonctionne. En fait, si tu bourrines, enfin, si t'agis avec beaucoup d'action parce que t'as une forme d'excité, ça fonctionne. Sauf que c'est là où, de 1, t'es malheureux, de 2, tu vas vers un burn-out, quoi. Parce qu'encore une fois, avoir cette attitude par rapport à un problème, c'est bien. Quand tu as 5 problèmes en même temps et 5 problèmes personnellement gérés, pour chacun, tu arrives à te mettre dans les étapes impossibles, ça tient plus, toi. Et le troisième niveau, toi, tu as un niveau un peu de enlightened, je sais pas comment dire en français, tu atteins le stade spécial dessus, c'est d'être un peu curieux intellectuellement par rapport au problème, toi. Se dire, ah putain, j'ai cette merde, là, c'est intéressant, on va voir comment on peut résoudre ça sans justement avoir ce côté anxieux et cette réaction un peu limite nerveuse au truc, toi. C'est dire, il y a cette personne qui m'a dit qu'elle partait. C'est un problème intéressant, limite c'est un puzzle à résoudre, tu vois. Vraiment, tu crames moins d'énergie en fait. Pour moi, ça te donne de l'énergie en fait, tu peux même le transformer en énergie. Ouais, tu crames moins parce que sinon en fait, tu as ce truc où tu dois résoudre un truc, tu dépenses beaucoup d'énergie pour le faire. Et en tout, tu crames beaucoup d'énergie dans le feu intérieur de ton anxiété qui en fait t'épuise, je trouve. Carrément, totalement. Alors que là, justement, tu te dis, tiens, c'est Dieu qui me présente un nouveau challenge. Ouais. Je t'ai déjà raconté pourquoi les Juifs ils réussissent autant dans l'entrepreneuriat. Non, mais ça va être super pour la. C'est super. Alors, travail des enfants. non, mais je m'excuse parce que je pense que j'ai un peu massacré le truc. Mais t'as un mec qui a très bien réussi sur Amazon, qui s'appelle David Guillaume, qui a créé un truc, il l'a vendu, je crois, pour 100 millions, enfin, gros succès sur Amazon, qui en l'occurrence est juif, et qui a aussi des formations au sein d'un institut juif. Et donc, je vais parler de truc, je vais peut-être massacrer le truc parce que je le comprends pas vraiment. Mais en gros, tout c'est le principe, c'est de Kabbalah. Et ce qui explique en fait la façon dont il voit les choses avec cette philosophie, c'est qu'en gros, quand tu réussis, c'est Dieu qui te récompense pour être une bonne personne. Toi. Il dit, félicitations, t'es un mec génial. Donc en fait, les mecs, ils n'ont pas de culpabilité quand ils réussissent. Toi. Ils sont là, je le mérite. Toi. C'est Dieu qui me le donne, tout vient de Dieu. Donc si j'ai réussi, la relation est directe. Okay. Mais si t'échoues, si t'as des problèmes, c'est que Dieu pense que t'es tellement fort, t'es tellement un être supérieur qu'il se sent obligé de te tester, toi. T'es tellement au-dessus du lot qu'il t'envoie ce test pour voir comment tu vas réagir, toi. Et donc t'as une putain d'énergie quand tu dis, putain, en fait, c'est Dieu qui directement est en train de me tester parce qu'il pense que je suis incroyable. Et donc, encore une fois, on prend le scénario de la personne qui est partie, il va voir comment je vais réagir à ça. Et par rapport à ça, ça va me permettre de m'élever en tant que personne.
ça donne une bonne énergie, toi. Comparé au fait de se dire, putain, c'est pas de chance, pourquoi C'est ça m'arrive qu'à random, moi ouais, ok. donc, je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que tu as besoin de venir, toi, de croire en ça? Non. Par contre, je pense essayer d'avoir l'interprétation un peu positive des problèmes, ça vaut le coup, quoi. Mais on revient quand même sur des thématiques de méditation, de spiritualité et tout. Et tu regardes des trucs genre Bhagavad Gita, c'est un peu la même chose en fait, c'est un peu le même délire. C'est un truc de karma. Et ce karma, il t'arrive pour une raison. Et tu t'es obligé de le faire pour aller à la suite. Pour ensuite de passer d'un serpent à un tigre dans ta prochaine réincarnation. T'es obligé en fait de purger ce karma qui est la conséquence de tes actions dans tes vies présentes. Mais en gros, tu vois, c'est des conséquences naturelles qui arrivent. Et ok, ton karma, c'est ça et tu dois le faire. Tu vois. Il y a un élément où tu dis. Parce que si tu commences à juger ce qui t'arrive et à te dire pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas juste que ça, tu grimpes beaucoup d'énergie là-dessus. Et en fait, la question, c'est comment est-ce que quel framework mental tu arrives à faire pour accepter ce qui t'arrive de base et tu le questionnes pas. Et une fois que tu as pu l'accepter, tu peux mettre ton énergie sur quoi faire, quoi. Et c'est pour ça que de ce point de vue, les religions, c'est assez fort parce que ça donne une logique, une explication. Ça donne un framework. C'est Dieu qui a choisi, c'est comme ça. Alors que si tu as l'impression que c'est random, c'est beaucoup plus violent en fait. Où tu dis, tu peux calculer, genre, tu dis, putain, avec que 1% de chance que ça m'arrive, ça m'est arrivé, comment c'est possible? Toi, tu perds beaucoup d'énergie. Donc je suis d'accord. Mais la version un peu, on va dire, non religieuse de ça, c'est voir ça comme un problème intellectuel, tu vois, à résoudre. Tu vois, un truc intéressant, un puzzle, un jeu vidéo, tu vois, limite. Peu importe la façon dont tu le frames. Une technique pas mal que j'ai vue à ce niveau-là, c'est qu'est-ce que tu dirais à une autre personne à qui ça arrive, en fait, les conseils que tu lui donnes. Et souvent, en fait, le conseil que tu donnes, c'est déjà, je sais pas pourquoi tu paniques parce que ça sert à rien. C'est pas fin du monde. Ouais, c'est pas fin du monde. Ça sert à rien, c'est pas fin du monde. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le mec, il est parti. Tu vas faire un job post et tu vas aller le poster. Tu vas demander à tout le monde dans ton équipe s'ils n'ont pas quelqu'un à recommander. En fait, tu peux faire un plan d'action assez simple que tu vois si tu stresses, mais tu le vois à travers un truc de stress, un truc de catastrophique, etc. Alors que si c'est une autre personne, c'est vachement facile de donner les conseils. Et ça peut vraiment aider en fait à créer ce détachement. En tout cas, à créer le plan d'action que tu aurais fait si tu avais eu le détachement. C'est ça. Et du coup, tu es plus efficace et en plus, tu es plus heureux. Toi. Ouais. Tu t'évites de... Maintenant, c'est assez rare que des problèmes vraiment me touchent à ce point-là où ça me je pense que ça m'est pas arrivé depuis un bout de temps maintenant. Toi. Alors qu'à l'époque, c'était assez récurrent que je ne dorme pas parce que il y a un truc je me disais, plus j'y pense, plus j'ai de chances de résoudre le problème. Toi. Mais en fait, il y a un diminishing return. Il y a un moment, tu rumines, il ne va rien se passer. Toi. Ensuite, le truc, je pense qu'il y a un peu le jugement classique qui est en gros de penser que le facteur limitant pour ton bonheur, c'est les contraintes externes. Et je pense que c'est en partie vrai. Tu vois, si t'es vraiment un boulot que tu détestes ou t'es dans une mauvaise relation, il y a un truc à faire, effectivement. Mais je pense notamment, là, il parle à des gens j'ai l'impression qu'ils sont lycéens. Bon, en réalité, c'est pas, toi, le lycée, c'est pas si terrible que ça potentiellement. Et donc, l'idée que si tu t'extrais un peu de responsabilité, tu vas être heureux. Et encore une fois, ça peut être partiellement le cas. Tu peux être dans des mauvaises circonstances dont il faut que tu te sortes. Mais au final, c'est comme ce qui se passe dans ton cerveau. Et donc, ça va pas magiquement. Ton cerveau ne va pas changer de façon magique juste en changeant les circonstances. Je dirais que pour une personne aujourd'hui qui débute, tu vois, devenir genre multimillionnaire, ça va pas te rendre beaucoup plus heureux que ce que tu es actuellement en fait. En mode, il y a beaucoup de trucs auxquels tu vas t'habituer. Enfin, vraiment, c'est vraiment ultra facile d'être blasé, de gagner une somme. Ou si tu regardes sur le site de l'INSEE, tu n'es même pas sur le graphique. Parce que 1%, c'est genre, je sais pas, 15 000 euros par mois. Enfin, tu vois. Par contre, un remède à ça qui est intéressant, et j'aurais voulu faire plus longtemps, c'est que je tiens une sorte de journal un peu. Et j'utilise Day One pour ça, une app qui en fait te remet ce que tu as mis les années précédentes pour la même journée. Tu vois. Ouais, ok. Et donc c'est assez cool de voir en fait. Et j'aurais aimé l'avoir parce que j'avais écrit mes outils en 2014, 2015, 2013 par là, donc c'est intéressant déjà de voir ça. Mais justement de voir, te dire, putain, si j'arrive à faire 10 000 euros ce mois avec ma zone, ce sera incroyable. Et ça te remet un peu dans cette place de gratitude et de voir un peu le chemin parcouru que tu n'as pas autrement. Quoi. Mais sinon, en fait, tu vois, pas mal de problèmes psychologiques, en fait, tu vas les amener avec toi. Quoi. C'est un peu le même biais des gens qui se disent, ok, je vais partir en voyage et je vais devenir une nouvelle personne. Et tu arrives là, tu es le même connard que tu étais avant, quoi, et tu as tous les mêmes problèmes. Et donc, que c'est une erreur de se dire, ok, aujourd'hui, je suis malheureux, mais si je réussis et je deviens riche, je serai heureux. En fait, probablement, il faut quand même travailler sur ces éléments-là, créer ce détachement par rapport à la situation. Parce que même, en fait, si tu deviens riche, il y a des moments, ah merde, ça stagne, ça marche pas aussi bien, je suis pas aussi fort que je pensais, ou ça descend ou quoi. Tu auras quand même en fait des hauts et des bas qui fait que parce que tu t'es habitué, tu as l'impression que c'est difficile. Et donc, que c'est important de développer dès maintenant un peu cette capacité à pouvoir être OK avec ta situation. Quoi. Totalement. Et je pense que la seule exception, c'est littéralement aujourd'hui, si tu es genre
si t'as vraiment un job de merde ou si t'es SDF ou quoi. Enfin, tu vois, c'est une situation extrêmement dure qui t'empêche d'être heureux. Mais en dehors de ça, si t'as une situation plus ou moins normale et que t'es pas heureux, il faut trouver un moyen d'être heureux dans cette situation. Trouver cet équilibre et quoi. Donc, j'ai vu que t'as noté les enfants encore une fois. Bah, avoir des enfants. Donc, si vous avez 16 ans et que vous êtes malheureux, déprimé et il y a des enfants. C'est ça. C'est ça. Et vraiment, avoir un gamin à 16 ans, c'est bon plan. Ça va vous rendre responsable. C'est super. Non, mais après, le truc par rapport à ça, c'est sa partie dev perso. Où en gros, ce qui explique, c'est que ça devient un peu stérile en fait. C'est qu'à propos de toi-même et donc ça devient un peu. Ça isole et autres. Et je pense qu'en fait, il y a une partie du dev perso qui doit commencer en étant justement à capacité à te gérer toi-même. Idéalement, ça se passe entre, je sais pas, 16 et 20 ans, tu vois. Et après, je pense que l'intérêt, c'est de développer une capacité en excès pour pouvoir gérer, pour pouvoir aider les autres en fait. Pour pouvoir prendre plus de responsabilités. Parce qu'effectivement, sinon, tu tournes un peu en rond. Et un autre truc que je pense qui est sous-côté avec les enfants, justement, c'est que, en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti, qu'en fait, d'avoir des enfants et de placer le bien-être d'autres personnes au-dessus de toi, il y a un côté très libérateur, toi. Tu te retires un fardeau, tu n'étais plus toujours dans ta tête à réfléchir qu'est-ce qui est le mieux pour moi, ainsi de suite. Je trouve ça assez agréable, en fait. Et c'est un truc qui est difficile à expliquer, mais je pense que... Ouais, j'allais dire adopter un chien, ou je sais pas si c'est pareil, mais en gros, avoir des responsabilités auprès de quelqu'un d'autre... Un Tamagotchi pour les enfants de 16 ans, c'est pas mal. Tamagotchi, ouais, pas mal. On est ils savent la même pas bonne de quoi génération. Mec, ils ont ça, il dit quoi, Tamagotchi. Ouais, les vieux, ils ont pété un câble. Mais de toute façon, on touche pas beaucoup les jeunes. J'ai l'impression qu'on a quasiment que du 25-34 quand j'ai regardé les stats, 34-45 quoi. On n'est pas très. Il nous manque un truc pour vraiment attirer les jeunes. Ouais. On va voir cette discussion. On expliquera aux gens qu'il faut lire le Talmud, adopter un Tamagotchi et arrêter de vouloir devenir riche, ça va marcher. Tu vois. Être satisfait avec 500 € aux Philippines. Et après, le truc qui te rejoint aussi, c'est un peu voir les chiffres un peu comme une performance, pas comme une identité. Ouais. Donc, de la même façon que tu mets un mec qui court un marathon très rapidement, bah, ça donne quelques informations sur cette personne, mais ça ne veut pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Et je pense que tu dois avoir un peu le même phénomène aussi. Moi, c'est toujours un peu étrange quand les gens t'approchent soit d'un vrai vie, soit par email, et limite s'excusent, toi, d'avoir un petit business, toi. Ouais. En mode genre, tu vas penser que je suis une soumise. Non, je m'en fous, toi, t'as un petit business, on est deux êtres humains, toi, c'est pas. Ouais. Certes, je vais pas te demander comment recruter ou manager une grosse équipe, toi, parce que là, tu peux pas m'aider là-dessus, mais on est quand même plus ou moins égaux pour moi, toi. Plus ou moins. Sauf si c'est un thérapeute, sauf si c'est un psychologue. Mais si on est tous des êtres humains et que je pense que du coup, c'est un peu une forme de projection aussi. Si en fait, t'as l'impression que tu te sens inférieur pour quelqu'un qui a des plus gros chiffres, tu vas te sentir supérieur. Et en fait, je pense qu'il faut se détacher de ça, toi. Ça n'a aucun sens. Parce que tu t'en sors jamais. Non. Tu t'en sors jamais. Et c'est lié au fait d'être dans le jugement, toi. Si tu considères que les personnes qui ne sont pas dans le dev perso sont inférieures, et c'est même, tu sais, quand j'étais jeune, je jugeais les random gens dans la rue pour voir s'ils s'habillaient bien, tu vois, s'ils étaient beaux, quoi. Genre, lui, il s'habille mal et tout. Tu faisais ça, là ? Ouais, je faisais ça, tu vois. Et je sais pas pourquoi, parce que en fait, tu vois, aujourd'hui, moi, je suis le mec qui s'habille mal, donc les gens doivent me juger, tu vois. Mais je sais pas pourquoi j'avais envie de décider, lui, il lit un journal de merde, moi je lis un livre. Donc en fait, tu veux trouver des points forts à toi-même. Tu veux trouver des points forts, tu veux te remonter, c'est de trouver des gens à abaisser, mais du coup, tu es toujours en train de me dire, du coup, les autres, comment ils me jugent. C'est ça, en fait. Et tu veux pas avoir l'un sans l'autre, je pense. Tu perds, quoi. T'es perdant parce que tu vas jamais être tout le temps assez cool pour tout le monde. Tu vas jamais être le mec le mieux fringué. C'est impossible, tu vois. Tu te perds. Mais j'avais un peu ce truc. Mais je pense du coup, en gros, moins tu juges, moins tu te sentiras jugé. Je pense que c'est le truc. Et ce sur quoi tu juges les gens, généralement, c'est une bonne indication de ce sur quoi tu vas te sentir un peu mal. Et un dernier truc aussi, je pense, il en parle rapidement, mais être un peu en désaccord avec sa propre éthique. Donc faire des trucs où tu te sens que tu n'es pas totalement aligné de façon éthique. Et je pense que c'est beaucoup le cas avec soit infoprenariat où tu dois montrer des trucs que tu n'as pas forcément, et tu dois mentir en partie. Dropshipping aussi, tu as l'impression que tu ne crées pas beaucoup de valeur et autres. Et moi, j'ai un exemple très concret là-dessus qui m'est arrivé justement assez tôt. C'est à l'époque, on revient en 2012, tu vois, on revient loin encore, où je vendais des clés USB. Mais en fait, le twist, c'est que c'était des clés USB de 64 Go que je vendais, qui en été étaient 8 Go, tu vois. Okay. En fait, tu le branchais et ça écrivait 64 Go, et en fait, c'était 8 Go. Sur eBay à l'époque, parce que du coup, la clé USB disait au PC, j'ai plus de mémoire que j'en ai en réalité. C'est ça. Et ce qui se passait, si tu mettais plus de fichiers, en fait, ça supprimait celui d'avant. Et donc, mais le truc, c'est que tu dis, Paul, c'est vraiment un connard, tu vois. Ouais. Et je suis pas contre, mais travailler les enfants. Alors, on ajoute les blagues sur les juifs. mais en fait, moi, de façon un peu, comment je rationalisais ça à l'époque. Déjà, c'est qu'en fait, j'ai vendu vraiment pas cher. Et donc, en fait, même ma clé 8 Go, elle était genre 3 fois moins chère que ce que tu trouvais à la Fnac, tu vois. Donc, je me dis, au final, ils ont quand même 8 Go pour vraiment pas cher.
Okay. L'un dans l'autre, tu justifies comme ça. Et l'autre truc aussi qui est un peu débile quand j'y repense, c'est que moi, l'utilisation que j'avais de clé USB à l'époque, c'était pour les films téléchargés, tu vois. Ouais. Et on me disait, bon, pire, les gens, ils perdent leurs films téléchargés. Ça leur apprendra des criminels, tu vois. Ouais. Tu voles un film, tu voles une voiture, c'est pareil. Et c'est bien fait pour eux. Tu voles un film, tu t'es fait voler par un gars qui t'a vendu une fausse clé USB. Tu l'as mérité. Donc ça tenait... et j'ai pas fait très longtemps, je pense. J'ai fait pendant 2-3 semaines jusqu'à ce que... Et après, tu t'es aperçu que la pauvre stagiaire à la compta qui devait transférer les documents... Ah non, c'est pire que ça. C'est que je reçois un message sur eBay d'un papy qui me dit je retrouve plus les vidéos et les photos de mes petits-enfants. Je les ai mis sur la clé, mais ils sont plus là, je comprends pas, machin truc. Toi. Et là, d'un coup, tu dis, oh putain, j'avais pas pensé à ça, toi. Tu te sens vraiment comme une merde. Tu dis, c'est vraiment le pire. C'est le pire truc qui pouvait m'arriver, tu vois. Ouais. Ça se finit plutôt bien parce que du coup, on va sur TeamViewer et je l'ai sur son ordi. Et en fait, il avait juste copié-collé. Donc j'ai retrouvé ces trucs et j'étais bien. Ok. Mais surtout, ce qui m'a fait, c'est que littéralement, juste après, j'ai tout délisté, toi. J'ai retiré. Et d'un coup, mon niveau de bonheur, il a augmenté de 2 points, tu vois. Et en fait, je m'étais pas vraiment rendu compte à quel point ça me pesait, toi, que tu peux toujours rationaliser, toujours trouver des raisons pourquoi c'est pas si mal. Mais mine de rien, tu vois, ça te travaille. Et en fait, tu peux pas trop te mentir à toi-même. Si tu as une certaine éthique personnelle, tu peux pas vraiment te mentir très longtemps. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a aussi plusieurs influenceurs, j'ai remarqué, qu'ils aient fait des trucs un peu pas très nets sur les NFT. D'ailleurs, félicitations, toi, t'as jamais fait de NFT, non? J'ai jamais fait de NFT. T'es un des seuls qui l'a pas fait, toi, qui a pas saisi le truc pour... Mais t'as pas le mec qui ont après dit qu'ils sont partis en dépression, et je pense que c'est un peu lié à ça aussi. Tout. Ils ont senti qu'ils avaient fait un truc qui était quand même pas rigolo. À mon avis, ça leur a pesé un peu. Surtout que les NFT, c'est pas comme si c'était une surprise, tu vois. Ouais. Quand il y avait la bulle des NFT qui était en train d'arriver, tout le monde était en mode ouais, ok, c'est de la spéculation, certes, tu peux triquer un peu les gens, mais tu vois, tu savais ce que tu faisais, quoi. Et pas totalement, je pense. Il y en a certains qui étaient vraiment en mode je vais rogue, mais il y a beaucoup qui en fait, tu choisis de croire ce que tu veux, en fait. Je pense vraiment, il faut pas sous-estimer à quel point les gens pensaient qu'il y avait un truc qui allait tenir sur long terme. Les NFT, ouais. Parce que moi, j'ai fait, tu vois. Je crois que j'ai fait une vidéo, j'ai fait 2 vidéos qui mentionnent les NFT. Non, je crois qu'il y en a une, c'était plus sur les meme coins et une sur les NFT, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression qu'en pleine bulle, j'étais un peu en mode... Enfin, j'ai l'impression que tout le monde savait, en fait, qu'il y avait une espèce d'hystérie dessus et que c'était pas net. Enfin, après c'est vrai, ça dépend à quel point tu étais deep dedans. Parce qu'il y en a beaucoup qui achetaient des NFT. Donc tu te dis, les mecs qui achetaient des NFT, ils pensaient... Alors peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient être les derniers à sortir... Enfin, les bons... En lisant du coup le bouquin de Nat Eliasson sur la crypto, qui parle pas spécifiquement de NFT, mais qui parle du trading et tout, la vision que tu as, c'est que tous les gens qui étaient dedans étaient là pour parier. Et pour savoir... Et c'était un espèce de casino géant très excitant, où tu pouvais faire de l'argent, tu pouvais perdre de l'argent, etc. Mais il n'y avait pas de croyance que ça allait changer le monde et tout, tu vois. Et d'ailleurs, à un moment donné, son pote achète des Bored Apes et ils sont tous en mode, ok, ça va monter, donc on va les acheter maintenant, on va être les premiers à les minter, etc. J'ai l'impression qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui étaient sur la spéculation. Après, le problème, c'est si tu es un influenceur et tu prends une audience qui, eux, ne comprennent pas que c'est de la spéculation et ils croient qu'ils achètent un vrai truc, tu vois. Mais ça, même, tu peux le rationaliser. Je pense que ce qui s'est passé, je suis dans leur tête, mais même les personnes qui ont une morale un peu douteuse, ils se sont dit, au final, je laisse le choix aux gens, tu vois. Les gens choisissent d'acheter ou pas acheter. Et toi, s'ils choisissent d'acheter, après ils prennent le risque. Mais je pense une fois que tu as peut-être plus tard les commentaires du mec qui dit qu'il a hypothéqué sa maison, que sa femme s'est partie et s'est barrée, un peu comme moi, avec mon cas du grand-père qui a pas eu ses vidéos, d'un coup ça devient très réel. Toi. Tu dis en fait non, il y a un vrai impact. Toi. Et je pense que c'est assez différent du coup, une fois que tu ressens ça. Mais non, tu sais jamais en fait, c'est sûr que tu sais jamais vraiment ce qui est dans la tête des gens, à quel point ils rationalisent, à quel point ils sont vraiment. C'est vrai. Il y en a qui sont vraiment dans le mode je suis un loup, c'est des moutons et ils s'en foutent. C'est dur à savoir toujours. Et du coup, ça m'a fait penser un peu justement si moi j'étais à 20 ans, quel conseil on se donnerait. Et je serais curieux d'avoir un peu ton avis. Et je pense que le premier truc, c'est toujours garder à l'esprit ce pourquoi tu optimises. Et je pense que le bonheur, en réalité, c'est pas si compliqué dans le sens où c'est plus facile à dire qu'à faire, mais être mentalement et physiquement sain, donc optimiser là-dessus, être reconnaissant. Et j'ai un peu maintenant cette sensation, c'est que actuellement, c'est assez abusé, toi. Genre, le business fonctionne bien, je travaille avec des gens qui sont intéressants, que je kiffe. La famille va bien, les enfants vont bien, physiquement tout va bien. Et tes enfants ont genre 2 et 4 ans, c'est la meilleure période. 1 an et demi, c'est incroyable, c'est vraiment surkiffant, toi. Et donc j'ai résisté à cette situation, je dis putain, si je suis pas capable d'être heureux maintenant, je serai jamais, toi. Ouais. Je suis à 98% de qualité de vie maximum, toi. C'est très, enfin là, je peux juste grappiller du truc un peu mieux, toi. Et donc savoir être reconnaissant pour tout ce que tu as. Et je pense que c'est encore une fois, c'est pas naturel pour nous, il faut vraiment être intentionnel, il faut se rappeler toujours. Et le dernier aspect aussi, c'est un peu le sentiment d'utilité, qui rejoint un peu ce que je disais là par rapport au peut-être dropshipper, infopreneur. C'est que je pense qu'il y a un truc évolutionniste où tu es une petite tribu,
tu te doutes que c'était un peu un parasite, ça a mal se passé pour toi. Donc le sentiment d'être utile, je pense qu'il est très important pour le bonheur. Et ensuite aussi, essayer un peu de façon plus tactique de revenir un peu au premier principe, au first principle. C'est en gros à quoi tu veux que ta journée ressemble. Et ensuite réfléchir, qu'est-ce qui me permettrait d'arriver à ça, toi. Et pas trop se laisser idéologiquement, il faut être entrepreneur, il faut être freelance, il faut être réfléchir, je veux travailler tel nombre d'heures sur tel sujet. Toi, je pense que c'est un peu le parcours que tu as fait aussi, où tu t'es rendu compte qu'au final, ce que tu kiffais, c'était écrire des vidéos. Et donc, t'es revenu plus vers ça. Et notamment, je pense qu'on a recruté pas mal de gens qui étaient avant freelance. Et que freelance, il faut être quand même un profil assez particulier, tu vois. C'est qu'au final, tu as pas mal de gens qui, genre graphic designer, ils aiment pas trop des clients, ils aiment pas l'administratif. Tu peux dire que tu es ton propre patron, mais tu as 2 clients qui ont une deadline pour demain en même temps, tu es un peu niqué. Donc, au final, ça leur convient plus d'être juste en. Ce qui comptait, c'était de travailler depuis chez eux, par exemple, d'avoir une liberté sur le temps. Ouais. Tu peux l'avoir ça en télétravail, toi. Pas forcément être en freelance ou autre. Donc, après, chacun choisit ce qui correspond et pas se laisser forcément imposer des vues d'autres. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu dis? T'as 20 ans, qu'est-ce que tu conseillerais? Un peu tout le côté méditation, je pense. Méditation, moi j'ai commencé environ à 20 ans et moi ça a été vraiment énorme pour moi. Et je dirais que pour moi, tu vois, toute cette discussion sur le dev perso, et tu dis le dev perso. En fait, je pense que le dev perso, à quoi ça sert? Le dev perso, ça sert à retirer les obstacles internes que tu as et qui te bloquent à faire ce que tu as envie de faire en fait. Mais te dire, je vais faire du dev perso, je vais travailler sur moi pour me construire. C'est pas vraiment comme ça que tu vas te construire. Tu vas te construire par rapport au challenge que tu as dans ta vie, mais ça sert à retirer les obstacles internes. Donc la méditation, moi, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, de pouvoir me détacher. Sinon, j'étais trop dans le jugement des autres, dans l'ego, dans savoir la compétition et tout. En plus, j'ai fait la prépa. Enfin, il y a un truc en prépa qui est très quantifiable. Tu vois. En prépa, t'es un peu un mec, ok, lui, il a été à EM Lyon, moi j'ai été à. C'est pas une compétition fun, toi, c'est pas une compétition playful, toi, c'est une compétition vraiment où tu joues ton identité, ta vie, t'as l'impression que c'est tout. T'as vraiment l'impression que tu vas arrêter ta vie et tout, et t'as vraiment un jugement, tu vois, genre est-ce que t'as été dans les Parisiennes ou est-ce que t'as été dans le top 6 en réalité, tu vois, que t'aies fait le EM Lyon et les secs, enfin genre. C'est toujours marrant que 99% de l'humidité s'en bat les couilles. Mais en fait, pour toi, t'as l'impression que ça compte, toi. Tout le monde s'en fout. Et fondamentalement, une fois que tu auras fait un peu de carrière, ça fait pas vraiment une différence qui est colossale, tu vois. Je dis pas que les écoles ont pas du réseau de machin. Enfin, c'est pas une discussion sur les écoles de commerce, c'est plus une discussion sur l'ego et la manière dont moi je l'ai vécu en prépa, tu vois. Et qui est un peu après, et du coup, en école de commerce, moi j'ai vécu ça en première année, c'est que du coup, les gens essayent de recréer au sein de l'école une espèce de hiérarchie de statut avec les clubs, t'es dans tel ou tel asso, etc. Qui est assez malsain, je trouve. Et moi, c'était marrant parce que justement, j'ai recruté beaucoup de gens d'école de commerce. En même temps, j'ai recruté des stagiaires d'école de commerce. On avait après le même âge, toi. Et justement, ça me paraissait fou le gouffre où ils en parlaient beaucoup d'importance de l'aspect social. Et moi, ça me paraissait déjà très, très loin, toi. Très... Tu veux dire avoir des amis et que c'est inconséquent. Moi, ça me paraissait déjà un peu inconséquent, toi. Parce qu'on avait même âge, 21, 22 ans. Ouais. Mais pour eux, c'était vraiment très important, quoi. Vraiment, beaucoup de trucs tournent autour de qui tu connais. Est-ce que tu es populaire? Est-ce que tu es cool? Est-ce que tu n'es pas cool? À l'ESSEC, ils avaient des termes. Une personne cool, c'était un cool. Mais une personne pas cool, c'était un nobody. Nobody, c'est ce qu'ils appellent ça. Tu n'existes pas parce que les gens ne te connaissent pas. C'était pas populaire. C'était un peu chelou. C'est vraiment... en plus, c'est des gens comme de 20, 21, 22, 30. C'est vraiment vraiment la vibe Mean Girls, tu vois. High school américaine dans les films où il y a les mecs, littéralement, tu sais, ils ont leur polo. Donc c'est comme les petites jackets avec le club du quarterback, tu vois. Il y a plein de trucs. Et ce que je veux dire par là, c'est, essayer... La méditation, en tout cas, pour moi, c'était vraiment un game changer pour se détacher de ces éléments d'ego. Essayer de comprendre vraiment ce qui est réaliste, te dire c'est ok en fait de gratter. Finalement, moi j'ai pas de me souvenir que c'était si chiant que ça de gratter pour gagner quelques centaines d'euros, tu vois. Je me disais c'était quand même un jeu intéressant, les tâches elles étaient pas déplaisantes. Moi tu vois, quand j'ai commencé, j'écrivais genre des articles invités sur la séduction, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'était assez plaisant finalement de le faire, même si ça donnait pas des résultats. Moi je crée tellement de sites à la con qui ont rien apporté. Mais finalement tu vois, c'était pas un peu la mine de charbon, tu vois. Tu fais des trucs, t'as des idées, en plus t'as l'impression que chaque idée que t'as elle va cartonner, donc c'est un peu toujours excitant, mais en même temps de comprendre que tu connais rien, t'as pas les compétences, et ça va te prendre du temps, et c'est normal, ça va te prendre du temps, il va falloir, tous les produits que tu vas faire au départ, ils vont pas trop marcher, quoi, et c'est normal. Et je pense que l'idée de se dire, le premier produit que je vais lancer en dropshipping, il doit cartonner, c'est genre, même les dropshippers expérimentés, leurs produits ne marchent pas tout le temps. Ouais. Donc garder un petit peu cette perspective sur le long terme, et après essayer de se dire, est-ce que tu peux trouver une communauté de gens qui sont dans la même vibe pour pouvoir te couper des gens qui ne sont pas dans ta vibe, parce qu'honnêtement, si tu restes avec eux, tu auras du mal, mais sans devenir totalement isolé socialement, parce que là, c'est trop difficile, et en fait, tu vas partir dans des spirales qui sont cheloues, et tu n'auras personne autour de toi pour te dire,
mec, là, ton projet, ça va nulle part, arrête ça, tu pètes un câble, etc. Ce qui est quand même important. Parce que sinon, t'as pas de reality check, en fait. T'es dans ton rêve et tu sais pas si ton rêve, il est réaliste ou pas. Et pour moi, c'était vraiment quand je suis arrivé au Vietnam, tu vois, t'avais plein de gens qui avaient des projets. Alors, la plupart du temps, des gens étaient assez petits, mais tout était un peu réel, tu vois. On construisait pas non plus des châteaux sur les nuages. Il fallait construire la prochaine brique de là où t'étais et pas rêver que t'allais devenir milliardaire à Dubaï. Ça, c'est la partie. Est-ce que l'entrepreneuriat rend les jeunes malheureux? J'ai un dernier truc pour toi sur la section fun qui va être totalement orthogonale. J'ai une recommandation de jeux vidéo. Okay, si tu as un abonnement Netflix, ils ont maintenant, tu vois, Netflix Gaming. Et il y a un jeu, j'ai joué plus tôt dans cette semaine qui prend quelques heures, qui s'appelle Case of the Golden Idol, qui est gratuit du coup avec ton abonnement Netflix. Et pourquoi est-ce que je parle de ce jeu? Pourquoi je fais une recommandation de jeu vidéo après juste avoir dit aux gens, aux jeunes, non mais quand même focus-toi sur le business et tout. Parce que j'ai parlé de la fiction, tu vois, de Prince, et c'est un peu toujours un rêve que moi j'ai eu depuis que j'étais petit, évidemment. Le deuxième rêve, c'est de se dire créer un jeu vidéo, tu vois, un jour ce serait vraiment trop cool. Et du coup, je suis intéressé par ces jeux qui sont très simples, qui du coup sont créés avec très peu de monde, mais qui ont juste un concept qui est ingénieux, qui fait qu'il marche. Et donc ça, c'est un jeu d'enquête, c'est un des meilleurs jeux d'enquête, je trouve, qui a été fait. Il y en a un autre qui s'appelle Obra Dinn, qui est aussi fait par un développeur. Il a fait tout seul ce jeu d'enquête. Et là, c'est un jeu d'enquête. En fait, ce que tu as, c'est que tu as une scène statique et tu cliques et tu as différents indices. Donc, en gros, ils ont fait juste tu vois, une image avec des zooms. Netflix, du coup. Tu cliques, tu as des indices et chaque indice te donne des mots. Et après, tu dois créer une phrase qui explique ce qui s'est passé. Il y a eu un meurtre, un machin, ils ont volé. C'est assez complexe, mais c'est vraiment bien foutu. Le truc est très ingénieux. Ça a été développé juste par 2 développeurs en fait, en Latvia. Tu as 2 frères qui ont fait ça et tout seul. Et le jeu a l'air d'avoir bien cartonné. En tout cas, il est très populaire sur Steam et maintenant, ils ont un deal avec Netflix. Et ce que j'aimais bien, c'était, voilà, je suis intéressé par ce concept des jeux très simples où tu dis, OK, les gens rêvent d'être détectives, d'avoir ce mystère. En fait, ils adaptent tous les procédurals ou tous les romans de policiers. C'est un style énorme. Ils se sont dit, comment est-ce que je donne cette sensation aux gens en créant une nouvelle mécanique? Mais il n'y a pas besoin de faire des personnages en 3D, de faire des graphismes ou de faire des trucs très compliqués. Ils ont quand même un truc de distribution incroyable aussi. Tu vois, sur Netflix, c'est un tremplin du coup. Qui est mais énorme, ils ont commencé à le vendre, tu vois, sur Steam directement. Ok, ça va déjà pick up un peu. Et Netflix a plus tard récupéré le truc. Et Netflix récupère pas mal ce genre de jeux, un peu vraiment des bons jeux, mais un peu accessibles en fait. Tu peux utiliser avec une télécommande. Il n'y a pas besoin de. Et puis, tu vois, sur Netflix, la plupart des gens vont jouer sur leur iPhone et tout, donc tu peux pas jouer vraiment à Call of Duty ou à God of War. Tu vois. Voilà, donc ça c'était. Et du coup, je creuse un peu dans ces jeux. À chaque fois, je me dis, mais du coup, c'était quoi leur stratégie marketing et comment est-ce qu'ils ont grossi? Et je me dis, est-ce que je serais assez bon pour trouver un mécanisme? Et honnêtement, en creusant dans le parcours des mecs, ils ont quand même fait 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo. C'est pas non plus des random mecs qui se sont dit je vais créer mon jeu vidéo et qui ont trouvé un gameplay incroyable et qui du coup ont pu le développer. C'est quand même des gens qui avaient derrière un parcours mais qui avaient peu de ressources et qui ont réussi à faire un jeu qui marchait. Et moi j'ai fait, voilà, je l'ai chopé sur Netflix, je me suis dit tiens je vais tester le truc. Et honnêtement c'est vraiment cool et tu te sens vraiment intelligent en fait. Okay. En faisant ça. Voilà, c'était ma recommandation pour aujourd'hui. Ma recommandation pour les auditeurs c'est bien sûr de se souvenir du pacte sacré du trilliardaire. Qui est que ce podcast vous est fourni gratuitement, mais en échange, si vous avez un ami ou une amie ou un papa ou un grand-père qui a perdu ses photos ou voilà, une personne à qui vous avez envie de partager l'épisode, partagez cet épisode. C'est comme ça que nous, on va toucher plus de personnes qui sont dans la bonne vibe, dans la bonne humeur. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. La semaine prochaine.